plusieurs industries. Les gens ont eu à voir ou à mettre en place des industries. Tout a commencé à partir des révolutions qu'il y a eu à partir de l'industrie aéronautique. De ces faits, à partir de l'industrie aéronautique, nous avons eu à avoir d'autres industries ou d'autres entreprises dans la technologie. Et toutes ces entreprises-là ont utilisé le numérique. Justement, vous allez comprendre avec moi que le centre ou le socle de tout ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ingénieur. Parce que c'est l'ingénieur qui développe le produit. Je donne l'exemple. Un ingénieur peut développer l'ordinateur, je peux concevoir l'ordinateur. C'est l'ingénieur qui développe l'ordinateur, ce n'est pas une autre personne. C'est en fait moi qui fait la conception, c'est en fait moi, l'ingénieur, qui fait l'étude statique, qui fait l'étude dynamique de tout ça. Et les autres domaines qui entourent les numériques, vous allez voir avec moi la communication et tout ça pour que nous puissions mettre ça en vente. Nous avons besoin des gens de marketing digital et tout ça. C'est ce qui m'amène justement à dire que c'est l'ingénieur qui est au centre ou qui est au socle du numérique. Donc, l'ingénieur conçoit et les autres domaines qui entourent. Justement, aujourd'hui, ce sont ces domaines-là qui prennent justement de l'ampleur. Mais justement, j'aimerais vous faire savoir ce matin que celui qui est au centre, celui qui est au socle de tout ça, c'est l'ingénieur. Et l'ingénieur utilise l'outil informatique à partir de logiciels où nous commençons à concevoir. Et aujourd'hui, nous faisons des conceptions assistées à l'ordinateur, qu'on appelle les conceptions assistées à l'ordinateur. Justement, à partir de mon ordinateur, je peux concevoir le dessin et à partir des imprimantes 3D, je peux avoir ça de palpable. Et il y a une chose que j'aimerais aussi dire, c'est que dans l'ingénierie, dans le numérique, justement, à deux parties. Il y a la partie matérielle et la partie immatérielle. Et la partie matérielle, c'est ça la partie que l'ingénieur utilise. Et la partie immatérielle, c'est ça la partie que les autres domaines qui entourent, en fait, le numérique est en train d'utiliser. Nous sommes dans la partie matérielle, donc nous concevons et nous développons les produits. Et les autres domaines qui assurent justement la communication et autres, ce sont qui sont dans la partie immatérielle, ce sont des choses que nous ne pouvons pas toucher. Justement, ce que l'ingénieur conçoit, nous pouvons les toucher. Je conçois la machine, j'ai fait l'étude statique, l'étude des matériaux, tout ça, je peux le toucher. C'est ça l'ingénieur. Mais en tout cas, ceux qui sont en train, les domaines qui entourent, qui permettent la communication, qui permettent la télécommunication et autres, c'est ça le domaine que les autres personnes de la communication, les marketeurs utilisent justement aujourd'hui dans le numérique. On appelle ça le marketing digital et tout ça. Et au-delà de tout ça, j'aimerais que vous puissiez retenir une chose, que l'ingénieur ou l'ingénierie numérique est à la base et au socle du numérique. Justement, les gens essaient au moins de nous faire savoir que ce sont les autres domaines, ce sont les marketing digital et tout ça. Mais avant que nous puissions avoir les marketing digital, avant que nous puissions mettre en place les processus de marketing, les community managers et tout ça, l'ingénieur doit d'abord concevoir. Sans l'ingénieur, les autres, il n'y aura pas de produits sur les marchés. Et aussi, plusieurs personnes en venant se sont dit, c'est qui un ingénieur numérique? Justement, un ingénieur en numérique, c'est qui? C'est qui un ingénieur en numérique? On dit ceci, un ingénieur en numérique, ce n'est pas... L'ingénierie numérique n'est pas une discipline en soi. Et même s'il existe déjà des KICSIS axés sur l'ingénierie numérique. En fait, il y a des KICSIS qui sont axés sur l'ingénierie comme nous les faisons, nous autres. Il y a certains qui sont en électricité, il y a certains qui sont en mécanique, il y a certains qui sont en électronique et tout ça. Il y a certains qui sont même dans le BTP. Tout ça, ce sont des domaines qui sont liés à l'ingénierie. Mais en fait, l'ingénierie numérique, ce n'est pas comme ça. Un ingénieur est appelé l'ingénierie, un ingénieur en numérique, c'est justement un ingénieur ou soit une personne qui a acquis assez de connaissances à pouvoir utiliser les outils numériques. Donc, une personne
il peut ou ne pas être ingénieur. Si seulement je sais utiliser les outils numériques, je sais faire les conceptions assistées à l'ordinateur, je sais faire la maintenance assistée à l'ordinateur, même si je ne suis pas ingénieur, en ces moments-là, je suis ingénieur numérique. Mais c'est quoi la particularité avec ceux qui ont fait de l'ingénierie? Genre, je suis mécanicien, c'est quoi la particularité? Est-ce que lorsque je suis en train d'utiliser l'outil numérique étant ingénieur, j'ai la facilité de pouvoir utiliser l'outil? Pourquoi? Parce que j'ai assez d'atouts sur mon domaine de la mécanique. Donc, lorsque je vais faire l'étude statique, je sais réellement ce que je suis en train de faire. Lorsque j'ai fait l'étude dynamique, je sais réellement ce que je suis en train de faire. C'est ce qui fait la différence entre l'ingénieur qui est seulement ingénieur numérique, qui maîtrise les outils. Donc, on peut l'apprendre quelques outils. Par exemple, on lui dit que ça, c'est les chanfreins, ça, si tu touches ici, tu vas pouvoir moletter la pièce et tout ça. Mais moi, l'ingénieur, je suis mécanicien, je sais au moins c'est quoi moletter une pièce. Je sais au moins pourquoi je suis en train de chanfreiner une pièce. C'est ça, en fait, la différence. C'est celui qui maîtrise, c'est celui qui sait au moins utiliser l'outil numérique. Il y a plusieurs outils numériques que l'ingénieur Christian va pouvoir nous citer. Si tu sais au moins utiliser ces outils numériques, cela fait de toi un ingénieur numérique. Voilà pourquoi nous voulons ainsi conseiller ou pousser un ingénieur qui est déjà ingénieur, soit mécanicien, ingénieur, soit électronicien, à pouvoir ajouter du numérique dans ce que nous sommes en train de faire, parce que ça nous facilite la tâche. Je donne l'exemple pour quelqu'un qui utilise PV System. C'est quelqu'un, par exemple, qui est dans l'ingénierie, qui sait au moins faire études dans les solaires et tout ça. Lorsque je sais faire ça, ce qui me facilite la tâche lorsque j'utilise le numérique, c'est justement à partir de l'outil numérique au préalable, je sais déjà comment quel nombre de panneaux j'aurai en fonction de telle charge, tout ça, ça me facilite la tâche. Voilà, comme ça, je vais laisser la parole à l'ingénieur Christian qui va nous parler des autres points que nous avons cités, les rôles et autres de l'ingénierie numérique. Bonjour à tout le monde. Je voulais d'abord remercier l'Institut français ainsi que M. Don pour l'opportunité de pouvoir partager auprès de vous les numériques dans l'ingénierie. Comme elle a si bien dit, on a vu des conférences où on parle du numérique, mais on n'associe pas les numériques avec l'ingénierie. Alors aujourd'hui, nous sommes dit pourquoi ne pas venir parler du numérique dans l'ingénierie. Alors pour essayer un peu de compléter dans la suite de ce qu'elle a dit, alors, avant de commencer d'abord à aborder mes points, j'aimerais d'abord essayer un peu de revenir sur la définition d'un ingénieur numérique. Généralement, un ingénieur numérique, ce n'est pas une qualification que nous avions parmi d'entre nous, sûrement ils sont dans le cursus d'ingénierie, avec un diplôme. Mais un ingénieur numérique, c'est quelqu'un qui a une maîtrise certifiée d'un outil, un ou deux, dans les numériques. Déjà, il est qualifié ingénieur numérique. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord essayer un peu de définir un peu, de placer un peu l'ingénierie numérique dans les contextes de l'économie numérique. Déjà, l'économie du numérique est divisée en deux. Il y a la partie hardware et la partie software. La partie hardware, c'est la partie qui constitue tout justement la production des matériels, tant électroniques qu'informatiques. Et dans ces cercles-là, c'est les secteurs d'activités en fait stratégiques de l'économie numérique où les entreprises qui se retrouvent généralement dans ces cercles-là, ce sont généralement des entreprises qui travaillent dans la conception et la production des matériels, qui travaillent dans l'assemblage, qui travaillent dans la fabrication, toujours assistées par des ordinateurs. Il y a aussi des entreprises, des grandes entreprises comme les avionneurs ou Airbus, Boeing qui font toutes ces trois phases dans son ensemble. Alors, dans la partie hardware, généralement, on retrouve des ingénieurs de recherche et développement de produits. Il y a des ingénieurs de tests et essais. Il y a des ingénieurs de conception. Et les ingénieurs de conception sont plus axés sur la production industrielle
purement mécanique, électronique ou électrique, dans la conception intégrée des systèmes électriques et la conception des cartes imprimées. Mais il y a le côté bâtiment où on retrouve généralement les ingénieurs, on les appelle les BIM managers. Là, d'ailleurs, dans ce contexte-là, il y a un grand débat pourquoi les autres sont appelés ingénieurs de conception et que les autres sont appelés des BIM managers. Pourquoi ne pas mettre la qualification ingénieur devant ces métiers-là? Et puis, il y a aussi un autre secteur de l'économie numérique qui est souvent oublié, qu'on ne prononce presque pas, qui se retrouve aussi presque dans la partie hardware de l'économie numérique, qui est les infrastructures et les infrastructures lourdes en fait. Ce sont généralement ces bâtiments-là qui font qu'aujourd'hui nous pourrons avoir le fonctionnement de l'Internet. Généralement dans ces secteurs on trouve le câblage des installations de fibres optiques, on trouve les installations des antennes mobiles. Et aussi dans ces secteurs-là, on trouve aussi généralement les agences de communication inter-ingénieurs. Alors dans ces secteurs-là, généralement, on retrouve des ingénieurs de soudure en fibre optique, on retrouve des ingénieurs de bâtiment et des ouvriers spécialisés pour faire ces travaux. Et puis il y a un deuxième secteur qui est le software, qui est une autre partie de l'économie numérique, que les gens connaissent généralement dans son entièreté. Ce sont ces gens qui produisent des applications et des logiciels. On sait tous qu'un logiciel, c'est un ensemble de programmes qui permettent à un utilisateur de pouvoir réaliser des tâches sur ordinateur. Alors dans ces secteurs, on trouve généralement des programmeurs, on retrouve des gens qui sont dans le community manager, on retrouve les gens des réseaux et systèmes informatiques, on retrouve aussi des ingénieurs de développement, il y a aussi des data scientists pour la gestion des gros données, il y a aussi les agences de communication qui travaillent souvent avec les traffic managers, les community managers aussi, ainsi que des développeurs. Mais ils ne sont pas ingénieurs, mais ils sont développeurs, parce qu'il y a une légère différence entre ingénieur-développeur et un développeur. Là aussi, il y a un gros débat, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet pour faire un débat sur un ingénieur-développeur en informatique et un développeur en informatique. Mais seulement que la différence, c'est que l'autre se retrouve dans la partie hardware de l'économie numérique et l'autre se retrouve dans la partie software de l'économie numérique. Déjà, dans la production, dans la mise en marché de leurs produits, on sait déjà reconnaître que le produit a été fait par un ingénieur-développeur et celui-ci a été fait par un développeur. Mais la qualité peut être là, mais c'est seulement que l'autre se place plus dans la partie hardware. Ils accompagnent plus tout ce qui a trait aux activités hardware et l'autre accompagne plus ce qui a trait aux activités soft. Alors, pour commencer, j'aborderai le point du rôle déjà d'un ingénieur en génie numérique. Et puis, je parlerai de pourquoi avons-nous besoin d'ingénieurs en génie numérique. Et aussi, je parlerai de quelques outils. J'ai épinglé tout justement 9 outils. Alors, pour commencer, un ingénieur en génie numérique, c'est quelqu'un qui fait la partie conception et développement du produit. Alors, généralement, dans la planification, avant, on s'était dit, vu du fait que c'était un peu pénible de produire des plans sur papier, la manière dont on les faisait traditionnellement. Alors, les ingénieurs développeurs, depuis 1981, j'ouvre un exemple pour expliquer un peu. C'est Dassault Systèmes qui était un bureau d'études qui était né en 1981. Et l'objet de Dassault Systèmes, c'était un bureau d'études qui était tout proche de Boeing. Alors Boeing avait un problème, c'est qu'il faisait la production complète des avions, alors que cette production-là se faisait d'une manière traditionnelle. Alors normalement, il fallait maintenant qu'il puisse être assisté par ordinateur pour que la production se fasse en temps réel et un peu plus rapide, pour ne pas prendre trop de temps ou trop d'années. Alors, de ces faits, il y avait une entreprise qui avait vraiment des ingénieurs qui étaient vraiment poussés en développement de produits. Alors, ils sont allés voir Marcel Dassault à l'époque pour lui proposer de pouvoir mettre en place, donc de changer en fait les activités de leur entreprise pour passer d'un bureau d'études à un bureau de conception des logiciels. Alors,
Ils ont vu que l'idée allait très bien. Pourquoi? Parce qu'on a un marché, on a Boeing qui est une grande entreprise à l'époque. Alors, vaut mieux immigrer dans ça. Alors, Boeing a mis aussi des appuis en termes matériels et autres. Alors, raison pour laquelle est né maintenant les développements de produits. Alors, ils mettaient en place pour Boeing des outils. Il y avait des étudiants à l'époque dans des universités qui travaillaient sur des outils de développement ingénieur. Alors, ils ont acheté tous ces outils pour solidifier en fait Dassault Systèmes dans l'appui de Boeing et dans l'appui de Toyota à l'époque. Alors, c'est là où est né en fait un ingénieur numérique. Alors, il s'est focalisé tout justement dans la partie conception, alors qu'il y avait d'autres parties de développement où ça se faisait toujours d'une manière traditionnelle. Alors, ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas continuer tout justement cette phase de conception numérique, ou numériser la phase de conception. Alors, raison pour laquelle est née la phase de conception et développement de produits. Donc, quand je parle de développement de produits, je vois les tests à l'intérieur et tout ce qui va avec. Donc, dans la phase de conception. Alors, après un certain moment, Boeing faisait des plans pour les soudeurs, pour les tourneurs et autres. Alors, il y avait toujours un problème. Pourquoi? Parce que dans la production, le problème, c'était les temps, en fait. Les clients vous demandent de lui produire un avion. Il en a besoin peut-être dans 2 ans et vous faites 4 ans. Alors, ça ne les satisfaisait pas. Donc, dans l'objectif d'optimiser toujours les temps, il se disait, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de pouvoir aussi assister la fabrication par ordinateur? Alors, c'est à ce moment-là qu'est née tout justement la fabrication additive. Alors, lorsque la fabrication additive était venue, à un moment donné, dans les années 2004-2002, alors Boeing et Airbus n'étaient plus satisfaits des résultats qu'ils avaient avec des imprimantes 3D. Alors, il s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place, parce qu'il y avait déjà des entreprises qui faisaient déjà, en fait, ils utilisaient des machines à commande manuelle, mais c'était un peu un processus qui se faisait avec GibbsCAM, qui était déjà assisté par ordinateur. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place maintenant SolidCAM avec Altstream, une entreprise aussi américaine. Ils se sont dit, bon, on va travailler sur le projet Altstream pour essayer de produire maintenant des ingénieurs de fabrication assistés par ordinateur. Alors, ces ingénieurs-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant concevoir des machines à commande numérique. Parce qu'à l'époque, à l'avant, c'était question d'avoir des plans et puis il y a des ouvriers spécialisés dans la fabrication qui sont là pour travailler tout justement dans la production. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé maintenant ces logiciels qui allaient assister la machine à commande numérique. Alors ces logiciels-là, je suis toujours dans le rôle là, je vais passer. Alors, ces logiciels-là permettaient tout justement que la phase de production reste informatisée et ça se faisait à un temps réduit. Alors, ils avaient optimisé la conception des avions, ils avaient optimisé aussi dans la réalisation d'autres pièces. Alors, ils avaient aussi la possibilité de faire des conceptions en série avec la fabrication, avec des machines à commande numérique. Alors, généralement, un ingénieur en ingénierie numérique, son rôle, premièrement, c'est d'abord de concevoir et la phase de développement du produit. Il y a la fabrication, parce qu'il s'implique aussi. Généralement, chez nous, il y a des Fab Labs où on voit des Fab Managers, les makers, qui sont généralement aussi des ingénieurs numériques. Comme elle a si bien dit, vu du fait qu'ils maîtrisent déjà en fait, les outils du numérique, ils sont des ingénieurs numériques, parce que ce n'est pas une qualification, un diplôme qu'on a. Certes, c'est avantageux d'avoir une base solide en ingénierie, mais si vous êtes apte à pouvoir apprendre rapidement, vous pouvez facilement devenir ingénieur numérique. Alors, à part les trois points, il y a aussi la partie création de logiciels, parce que Dassault Systèmes, c'est une entreprise d'ingénierie numérique qui œuvre dans la conception de produits. Alors, vu qu'ils conçoivent, ils développent les produits d'ingénieurs, ils sont déjà dans la partie hardware de l'économie numérique et ils sont d'office une équipe d'ingénieurs numériques. Voilà. Alors, je vais dire pourquoi avons-nous besoin d'un ingénieur numérique. Généralement, comme je venais de l'expliquer, la production avec nos méthodes traditionnelles était très complexe. Et hormis ça, par expérience déjà, quand j'ai une idée et que je veux l'esquisser, si je le mets sur papier, je n'ai pas la possibilité de les changer, je n'ai pas la possibilité de les voir d'une manière réelle. Alors qu'avec des outils,
Avec un ingénieur numérique, j'ai une idée, je l'explique, je lui dis, bon, moi je vais avoir une chaise, mais qui aura cette forme ici. Il ne va pas aller faire un dessin en 2D qui n'est pas presque réel, mais il me fait un modèle en 3D. Je me dis, bon, moi j'ai besoin de ces designs ici. Donc la modification est en temps réel et on discute et on communique directement. Et d'autres personnes peuvent aussi venir en ces temps-là pour dire que moi je trouve mieux que vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre ceci. Donc c'est ça vraiment l'importance de l'ingénierie numérique, le premier point. Le deuxième point, c'est que vous concevez un produit et le produit n'est pas encore mis sur le marché. Vous devez normalement déjà tester vos produits. Alors avec nos manières traditionnelles, il faut d'abord que le produit puisse exister, donc il faut d'abord le concevoir. Ça, après, on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Mais là, déjà, on perd en termes de coûts, parce qu'on perd aussi en termes de temps. Si ça nous a pris 1 mois et demi pour mettre en place ces produits, alors il va nous falloir encore 1 mois et demi pour essayer d'améliorer. Alors avec les outils, on le fait en 1 journée, en 2 jours, j'améliore. Ça dépend tout justement de votre temps de travail. C'est ça aussi l'avantage. On fait des tests. J'essaie aussi de voir. Par exemple, je suis mis sur la chaise ici, mais je ne suis pas tombé. Donc généralement, celui qui a conçu la chaise, il avait fait ses essais, mais il avait fait des essais qui sont assistés par ordinateur pour essayer d'optimiser les temps. Il suffit tout justement de maîtriser l'environnement virtuel et puis après, le reste va avec. Ouais. Ça, c'est vraiment l'importance de l'ingénierie numérique aussi dans la fabrication assistée par ordinateur. Ok. Alors, il y a beaucoup d'outils en ingénierie numérique. Moi, j'en ai épinglé que 8. Je parlerai des outils, de logiciels de conception assistée par ordinateur, CAO. Je parlerai des outils, les logiciels de conception de fabrication assistée par ordinateur. Je parlerai des outils je parlerai des outils de modélisation des données du bâtiment pour les BIM, donc pour les architectes et les autres. Je parlerai des logiciels de simulation et tests virtuels. Je parlerai des logiciels des éléments finis. Je parlerai des logiciels de CIS, donc la conception intégrée des systèmes électriques. Je parlerai de la conception des cartes imprimées et je vais finir par le PME. Alors, je voulais ajouter d'autres outils de CIS, les systèmes géographiques, mais bon, je me suis dit, bon, je me focalise d'abord sur ces outils parce que quand quelqu'un le voit, on sait directement que ça c'est vraiment du hardware dans l'économie numérique. On peut passer. Ok. Alors, il y a toute une gamme des outils de logiciels de conception assistée par ordinateur. Ces outils vous permettent tout justement de créer des modèles détaillés et sur modèle, vous avez la possibilité de faire des modifications. Alors, la question se pose, quand on voit déjà tous ces outils, on s'est dit, mais quel est le meilleur outil parmi tant d'autres? Bon, le meilleur outil dépend de vous, hein. Ça dépend de votre aptitude. Si vous êtes familiarisé avec tel ou tel outil, alors restez dans ça. Généralement, moi, j'utilise le produit SolidWorks. Pourquoi? Parce que SolidWorks, Dassault Systèmes a mis ces produits avec toute une gamme, en fait, qui l'accompagne. Donc, c'est une numérisation complète. La phase de préconception, étude d'analyse fonctionnelle est incorporée dedans. La phase de préfabrication aussi incorporée dedans. Communication, management, assisté par ordinateur. Donc, vraiment, c'est très génial. Il y a aussi d'autres outils comme TopSolid, comme Katia. Mais la particularité, il y en a toujours. Mais bon, le plus mieux serait de travailler sur un outil que vous maîtrisez. Ouais. Le deuxième, ce sont les outils de modélisation des données du bâtiment. Il y a généralement des gens qui travaillent sur AutoCAD, les gens qui travaillent sur SketchUp. Il y a aussi des gens qui travaillent sur Google Earth 360. Ça, ce sont des outils pour architectes. Généralement, personnellement, je n'ai pas utilisé. Mais ça nous différencie un peu parce qu'il y a un peu de confusion. Une fois, on m'a posé la question, la conception assistée par la CAO et les BIM, est-ce que c'est la même chose? Parce que généralement, quelqu'un qui travaille avec AutoCAD, il s'est dit, je suis en CAO. Non, tu n'es pas en CAO. Tu es dans les BIM, en fait. Parce que tout ce que tu fais, ce sont les données du bâtiment. Et ce que nous faisons, nous produisons des matériels électroniques, mécaniques, informatiques. C'est deux domaines différents. Et les tests différents aussi déjà ces logiciels. Ouais. Puis, il y a les logiciels de fabrication assistée par ordinateur. Comme je venais de l'expliquer, il est né dans le besoin on a le besoin de garder en fait le processus de production d'un produit numérique. Il y a SolidCAM, il y a Esprit, il y a R360, il y a GibbsCAM, ça c'est le logo de Altrim, parce que c'est Altrim qui a
qui a travaillé avec Dassault Systèmes sur la production des SolidCAM. Et puis il y a CNC Machining. Bon, généralement, le CNC Machining, c'est lui le meilleur en fait, parce que c'est lui que l'on utilise vraiment dans des entreprises qui travaillent vraiment dans la production. Même chez les Chinois, Hyundai travaille sous CNC Machining. SolidCAM aussi est meilleur, mais bon, il y a quelques pièces qu'on fait dedans. Et puis il y a GibbsCAM aussi qu'on utilise généralement en Europe dans certaines entreprises. Voilà, du côté logiciel de simulation et test virtuel, on sait tous que nous, ingénieurs, nous travaillons sur des systèmes complexes. Alors, ces systèmes complexes, passer au texte n'est pas toujours très aisé. Il faut que le processus aille avec. Donc, pour faciliter tout justement les ingénieurs de tâches dans leurs travaux et qu'ils puissent être aussi très précis et qu'ils puissent déjà s'approcher de la réalité, on a créé des outils de tests, de simulation de tests virtuels. Alors, ces outils sont très, très importants dans la formation de l'ingénieur. C'est conseillé d'avoir au moins la maîtrise d'un outil. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que là, ça vous permet de faire l'étude des comportements de votre produit. Dans une phase physique, mathématique ou d'autres formes de modélisation qui existent, la modélisation black box, white box et grease box. Alors, ces logiciels ici, ce sont des logiciels qui vous aident à approcher ces modèles-là. Mais seulement qu'il y a deux outils qui sont purement spécifiques. Les autres sont des outils qui sont aussi très forts, mais seulement qu'ils pêchent dans la modélisation mathématique et la modélisation physique. Dassault Systèmes a essayé de faire un peu un effort de travail sur Simulé Abaqis pour essayer d'approcher un peu la modélisation multiphysique. Bon, c'est pas vraiment comme Scilab et MATLAB. Alors, MATLAB, lui, c'est le meilleur logiciel qui existe pour ingénieur. Déjà, dans d'autres endroits, quand tu dis que tu as la maîtrise des MATLAB, on a un peu des réserves de pouvoir un peu essayer de te douter parce qu'ils se disent déjà que celui-ci, si réellement il maîtrise l'outil, c'est que vraiment il est bien assis. Pourquoi? Parce que MATLAB, toute forme de modélisation, que ce soit biologique, que ce soit en biotechnologie, que ce soit en économie, que ce soit des gros concepts de finance, vous êtes capable de les modéliser avec MATLAB. Il n'y a pas de limite dans MATLAB. Donc c'est lui qui est en fait l'outil meilleur par rapport au logiciel de simulation des tests, mais seulement qu'il faut vraiment avoir, là maintenant, c'est pas quelque chose que tu vas aller faire une formation une semaine et puis tu as une maîtrise. Il faut quand même que tu te familiarises avec la partie modélisation et après tu peux passer dans des tests, mais ce sont généralement des outils qui sont aussi faciles. Ok. Alors maintenant, il y a les logiciels d'analyse par élément fini. Aussi, c'est né dans le besoin de pouvoir toujours optimiser les temps. Alors déjà, le concept élément fini, c'est quoi? C'est tout justement, je vais faire une étude sur une structure. Alors j'ai fait la discrétisation de ces structures en éléments pour avoir un peu plus de précision. Je donne un exemple sur la table. Si par exemple je vais étudier la table ici et que la table a des ordinateurs qui sont ici, les ordinateurs déjà sont des sollicitations et sont des charges sur la table. Alors pour essayer d'étudier, les ingénieurs se sont dit, au lieu d'appliquer une force, au lieu d'appliquer une charge aux endroits où il y a des ordinateurs, vaut mieux que je puisse connaître tout justement l'impact de cet ordinateur-là à ce point-ci. Alors, ils ont discrétisé en fait la table en éléments pour avoir un peu plus de précision. Alors, lorsqu'on fait cette discrétisation, généralement, on a des matrices et ces matrices-là nous donnent un peu plus de précision sur les déformations, les contraintes dans genre intenseur, quoi. Mais c'est généralement d'une manière analytique, c'est complexe. Alors, ils ont créé des outils qui leur permettent, vite fait qu'ils travaillent sur des statistiques qui sont très complexes et ça leur simplifie les tâches. C'est une histoire de 2 à 3 jours, j'ai fait une simulation d'ensemble et puis j'ai des résultats, j'interprète et on évolue. Ok. Alors, il y a toujours dans la phase de conception, il y a les logiciels de conception intégrée des systèmes électriques, les CIS. Alors, il y avait dans la fabrication, dans la conception de produits, on produisait des produits, même si c'est un produit électronique, on le produisait. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas faire des tests d'ensemble en reliant les systèmes électriques et les systèmes électroniques. Alors, ils se sont dit, pourquoi ne pas aussi essayer d'assister l'intégration des systèmes électriques dans nos produits
pour essayer de faire des tests d'ensemble, pour essayer aussi, si l'on veut, de faire des productions directes de notre machine, sans qu'il n'y ait un ingénieur ou un technicien ou un ouvrier qui vient tout justement mettre des câbles électriques, aussi pour des raisons de design aussi, et pour des raisons de temps. Quand lui va venir, il va faire des tests, tout ça, ça peut poser de problèmes et ça peut nous prendre du temps. Alors que quand c'est assisté par ordinateur, ces tests sont déjà faits par ordinateur. L'ordinateur nous dit que c'est OK, c'est bon. C'est à ce moment-là que la machine peut maintenant commencer à faire la conception mécanique qui vient ajouter des systèmes électriques. C'est dans ces besoins-là qu'est née la conception intégrée des systèmes électriques, comme vous le voyez là-bas. Donc on l'associe directement dans nos conceptions, dans nos cartes, dans nos plaques. Et puis après, on fait les tests d'ensemble et ça passe. C'est généralement une technologie qui est née, ça fait pas beaucoup d'années, raison pour laquelle c'est plus Dassault Systèmes qui est un outil qui est vraiment bien assis sur le marché, parce que ça accompagne déjà toute cette gamme d'outils qu'il a sur le marché. Il y a d'autres outils aussi qui existent, comme les Key Electrotech et autres, mais c'est seulement que vous faites à côté, alors qu'il faut faire des essais aussi directement sur le produit. Ok. Alors, il y a le logiciel de cartes, des circuits imprimés, la conception des cartes des circuits imprimés qui est aussi né. Parce qu'il se disait, la manière traditionnelle de conception des cartes prend beaucoup de temps et ça pose beaucoup de problèmes. Alors, ils se sont dit, vu du fait que déjà les systèmes électriques sont déjà intégrés dans nos produits, pourquoi ne pas aussi directement faire des conceptions des cartes et venir mettre dans le produit. On va montrer une vidéo d'un roboticien qui a travaillé sur un bras et la conception était complète, était numérisée. Toute la phase des conceptions a été numérisée par SolidWorks. SolidWorks. C'est ça, PCB. Ça? Ouais. Ok. Ouais, bon, il a mis en place un produit, un bras qui, donc pour les paralytiques en fait, quelqu'un qui a un bras qui est immobilisé, alors il a créé un bras robotisé pour essayer d'aider la personne handicapée. Alors la conception, c'est toujours comme les électroniciens sont déjà habitués aux environnements pareils. Alors, vous faites le choix des composants. Il y a des composants que vous allez peut-être acheter. Alors, vous n'allez pas acheter directement le composant. Donc, vous allez demander au constructeur de vous envoyer un modèle 3D s'ils en ont. S'ils n'en ont pas, lui, le logiciel a la possibilité d'importer un fichier, une fiche technique du produit. Alors, lorsque vous importez cette fiche technique, directement, il amène le composant dans votre conception. Alors, le travail s'est fait d'une manière un peu en chevauchant, donc en parallèle, quoi. Je travaille sur la partie électronique et la partie mécanique en train de mettre à jour directement le produit. Donc, c'est automatique et fantastique. Parce que là-bas, s'il y a un problème de ces côtés, quand vous rentrez là-bas, il vous signale déjà qu'il y a une erreur et que vous avez mal serré la pièce et que mécaniquement on ne sait pas comment le poser. Alors lui, il va vous montrer déjà comment vous allez corriger cette erreur. Quand vous rentrez dans l'environnement, vous le bougez et puis quand vous rentrez là-bas, vous regardez si c'est OK, c'est bon. Donc c'est vraiment assisté. Les systèmes électriques aussi, c'est pareil. Quand vous travaillez et que vous partez dans la partie électronique, les systèmes électriques vous posent un problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien serré du côté électronique ou bien les pièces se coïncident déjà. Alors, généralement, vous voyez déjà vous-même que si je travaille déjà et que j'ai ma maquette ici, j'avais prévu par exemple les dimensions de 20 x 20 x 2 et que j'ai choisi aussi des composants, mais il arrivait que sur le marché, je ne trouve pas ce composant. Alors, je fais comment? Je recommence alors ma carte. Vous voyez que c'est très pénible. Vaut mieux que ça puisse être assisté. Je travaille, je trouve que sur le marché, je n'ai pas le matériel. Je viens tout justement modifier. Et
Ça s'est fait, généralement c'est un logiciel qui est vraiment dans un cercle vraiment fermé. Quand vous créez un compte pour la première fois, il y a tout un processus pour essayer d'avoir accès à l'outil. Donc c'est qu'ils ont fait que la communauté des gens qui travaillent sur les systèmes électriques et électroniques ont fait en sorte qu'ils ont rendu ces systèmes très complexes. Chez nous en Afrique, il y a des gens qui utilisent, mais seulement que si tu crées un compte, tu n'as pas la possibilité de créer un deuxième compte. Donc là, il faut soit changer de nom, soit trouver d'autres alternatives. Bon, il y a des gens qui essayent quand même de passer outre ça, mais c'est vraiment un logiciel qui est dans un cercle fermé. Là, c'est la conception des cartes imprimées très fantastique. Chez nous, ici, généralement, pour ça, il y a des imprimantes qui sont spécifiques. Il y a une imprimante qui travaille en parallèle avec l'imprimante de cartes imprimées et l'imprimante de boîtiers et autres. Alors, généralement, quand on travaille, le boîtier est fait. Quand il faut importer un produit électronique ou un produit électrique, généralement, ça s'est fait automatiquement par des imprimantes spécifiées. Alors, ces imprimantes-là coûtent très, très cher et pour les avoir, il faut avoir des certifications, il faut avoir une entreprise qui est en place, qui est reconnue en Europe, reconnue aux États-Unis. Alors, c'est vraiment un cercle qui est vraiment très fermé. Mais c'est très important d'avoir au moins la base, de connaître au moins déjà ça, les systèmes électriques, comment ça marche, parce que si vous partez ailleurs, vous maîtrisez ces outils ici, on va vous regarder avec un œil un peu bizarre. On s'est dit, vous venez d'où et comment vous avez la maîtrise de tous ces outils. Et ça vous donne aussi un peu de la valeur par rapport à la formation de l'ingénieur, parce que sur le marché aujourd'hui, si vous avez la maîtrise de tous ces outils, ben alors on vous voit un peu height, même si vous n'êtes pas ingénieur comme nous autres ici, mais si vous maîtrisez seulement ces outils, on s'est dit que vous avez la qualification par rapport à celui qui a la base, mais il ne sait pas suivre l'évolution de l'industrie, alors c'est vraiment très compliqué. Ouais. Il y a le logiciel de gestion des cycles de vie de produits. Alors, le logiciel de gestion des cycles de vie de produits, c'est juste pour gérer vos matériels et les stocker. Alors, il y avait un problème, il y avait un petit débat entre le PLM et la GMAO. C'est que les gens se disaient que la GMAO, les fonctions qui sont appliquées dans la GMAO, généralement, ça ne se retrouve pas dans les cercles des logiciels, des cycles de vie de produits. Bon, ils essayent quand même un peu d'essayer de travailler dessous pour essayer de dissocier un peu la GMAO, mais la GMAO aussi se retrouve dans les cercles des logiciels de cycle de vie du produit. Alors, ces outils, ce n'est que quelques outils que j'ai mis en place pour ingénieurs. Alors, ces outils vous permettent de créer vos modèles, donc genre quand vous imaginez quelque chose, vous avez la possibilité de vous lever la nuit et essayer de travailler dessus. Et le lendemain, vous avez une idée, ça vous arrive, vous modifiez et le produit n'est pas sur le marché encore. Le produit, les gens ne le voient pas. Quand vous finissez aussi à travailler sur le produit, vous avez la possibilité de faire voir aussi aux collègues ingénieurs ou aux designers. Ils essayent de voir un peu si j'ai bien travaillé sur le produit. Et la collaboration aussi avec la partie électrique et la partie électronique, c'est vraiment très fantastique. Vous n'allez pas croire qu'un travail qui peut vous prendre 6 mois, vous pouvez le faire en une semaine si vous êtes vraiment motivé dans ça. C'est vraiment très important d'avoir la maîtrise au moins des 2 outils par rapport aux outils qui viennent passer. Hormis ça, ça vous permet aussi de bien faire la gestion des données. Parce qu'avec ça, je suis par exemple électricien et l'autre est mécanicien. J'ai pas besoin de faire un plan sur papier pour l'amener. Non, j'envoie tout justement un fichier que si les systèmes, les CIS donnent, quand je l'envoie dans les bureaux mécaniques, il a la possibilité de les associer avec tous les documents qu'il a sur sa conception mécanique. L'électronicien aussi pareil. Hormis le fait que dans le bureau d'inspection, déjà ils ont fait l'assemblage, ils ont inspecté s'il y a des problèmes, des spécifications, des normes par rapport au code des ingénieurs ou la norme ISO. Ils ont déjà fait toutes ces spécifications et ça s'est fait aussi assister par ordinateur parce que ISO travaille comme ça. Alors ISO, quand vous travaillez, que vous êtes compétitif, vous suivez aussi la numérisation, il va vous suivre aussi bien parce qu'il sait qu'au lieu de faire une descente directement, il fait d'abord le contrôle de votre produit déjà en distance. Après, quand ils vont venir faire le contrôle final, ce sera OK pour éviter tout justement qu'il y ait de problèmes à la fin. Ils font déjà avant, après, ils viennent aussi vous assister après. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça. Aussi dans les essais, les simulations de comportement de vos produits,
Par exemple, vous concevez un boîtier pour électronicien, vous voulez faire des tests des sheets, si ça tombe, à quelle distance ça peut se casser, comment je peux éviter tout ça. Donc, c'est vraiment très important d'avoir la maîtrise. Même si vous travaillez dans la maintenance, vous avez besoin de faire la gestion de maintenance assistée par ordinateur, vous maîtrisez au moins un outil, ça vous donne vraiment de l'importance. Donc, c'est quelque chose que nous devons avoir avec nous. Certes, nous nous formons et nous sommes peut-être dans un autre métier, mais n'oublions pas que la partie hardware du numérique est aussi là et c'est en train de se révolutionner fortement en Europe. Il y a des formations qui sont axées sur ça, même si aujourd'hui c'est pas vraiment en vogue, mais ils sont vraiment en train de les développer. Ils sont en train de faire des efforts pour aller encore un peu plus loin parce que aujourd'hui avec Boeing ne fait plus l'assemblage comme il faisait à l'époque avec des techniciens. Les techniciens sont déjà assistés par les bureaux de maintenance, les bureaux d'assemblage. Donc à chaque fois qu'il fait le serrage d'un vis, s'il ne le fait pas bien, déjà dans l'ordinateur, il voit qu'il y a une zone rouge. La personne n'a pas appliqué la pression qu'il faut pour serrer la vis. Alors on va interpeller la personne qui est en charge de l'assemblage de cette partie pour lui dire qu'il y a un technicien, un ouvrier qui a oublié de bien serrer la vis. C'est déjà assisté dans ce sens-là. Ils travaillent, ils sont très coordonnés et très précis dans leur travail. Ouais. Ok. Alors, il y a un défi par rapport à ça, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde, de plus en plus, ils utilisent des outils assistés par ordinateur. Alors, dans la phase vu du fait que les numériques, généralement, ils révolutionnent aujourd'hui nos entreprises, alors il sera très important pour nous d'essayer de nous former en ingénierie numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, généralement dans le monde, et précisément en Afrique, sur la formation en numérique. C'est que chez eux, là-bas, ils essaient quand même de faire des efforts, de mettre des écoles numériques, des centres de formation pour essayer de suivre un peu la technologie, l'évolution et tout. Mais chez nous, seulement qu'on ne se prépare pas bien. Mais seulement que ces centres de formation ne peuvent pas couvrir les besoins du marché. Parce que Boeing, s'il a besoin de former tous ces gens, il doit les envoyer à Dassault Systèmes, il doit les envoyer à AutoCAD, il doit les envoyer dans certains endroits. Mais si maintenant, toi, tu n'es pas à ce moment-là chez Toyota ou chez Boeing, comment tu vas bénéficier de cette formation? Vaut mieux que tu t'es formé déjà à côté et après, tu auras la possibilité, quand tu seras chez Boeing, de faire au moins un pas sur 4. Comme ça, à la fin, on saura que non, celui-ci, on peut le mettre dans telle place et à partir de là, vous allez bénéficier de beaucoup d'avantages. Alors, le problème avec les sociétés de transformation numérique, ils savent que ce processus-là, c'est un processus qui est vraiment très complexe. Alors, ils se disent que pour mettre en place une personne, ou bien pour aller former une personne, il faut qu'il ait au moins la base sur les numériques. Il est ingénieur, il est qualifié, il est calé dans son métier, mais s'il ne maîtrise pas l'outil, donc pour lui, il est vraiment dépassé, quoi. Donc je le considère, mais bon, pour essayer de le mettre dans mon entreprise pour travailler, c'est un peu plus compliqué. Alors, vaut mieux se former, même s'il n'y a pas vraiment des centres de formation qui couvrent généralement les formations en outils numériques, mais essayez un peu de vous former. Ça, c'est les défis et l'enjeu du numérique généralement dans le monde. Ok. Alors, ça, c'est un point que j'ai voulu énumérer sur le développement numérique des produits, du modèle CAO jusqu'au prototype itératif. Alors, vous voyez là déjà les compétences de l'ingénieur. Généralement, SolidWorks a mis en place un produit qui est capable de couvrir en fait le processus de conception d'un produit. Donc, toutes les compétences que vous avez là, SolidWorks a assisté ça par ordinateur. Donc, il vous assiste. Dans l'analyse, déjà, il vous assiste. Même pas l'analyse, ça, c'est un schéma qui date de longtemps. Aujourd'hui, déjà, à partir de la phase de préconception, donc à partir de l'établissement des cahiers de charges, déjà, il vous assiste. Dans l'analyse fonctionnelle, il vous assiste déjà dans l'étude de faisabilité du produit. Et quand on entre dans la conception du produit, il vous assiste aussi avec des essais, des tests et autres. Alors, lorsque j'ai fini mon produit, il y a une plateforme, vous voyez dans la communication, et c'est 1, 2, 3. Il y a une plateforme, déjà un outil qui est spécifique. Vous faites le Visual Boost, donc vous boostez vos produits pour que ça puisse être réel. Quand on le voit, on sait que non, il va se positionner sous la table. Okay. Alors les ingénieurs, sur base de ça, il y a une communauté d'ingénieurs, ils vont commencer à faire des critiques sur le produit. Alors lorsqu'ils vont critiquer, ils vont vous poser des questions, c'est à ce moment-là que vous allez améliorer le produit. Et deuxièmement, vous présentez le produit au client. Le client aussi, à son tour, il va essayer de dire ce que lui, il a besoin par rapport à ce que vous avez conçu. Peut-être que vous n'avez pas atteint son imagination. Il va falloir maintenant associer votre modèle à ce que lui, il a besoin.
Ça, c'est le deuxième point. Dans la partie communication, généralement, c'est un outil qui est prévu, qui a toutes ces 3 phases. Alors, il est assisté avec un autre module qui existe dans les versions précédentes. C'est le EdgeWing. Donc, je mets dans le EdgeWing. Le EdgeWing, alors, lui, met dans le Visual Boost pour essayer d'attirer les gens. Après, ça sera mis sur la disponibilité des ingénieurs, premièrement, et puis ça passe dans la disponibilité des clients. Et après, on passe maintenant sur le marché. Alors, sur le marché, généralement, ils ont mis maintenant un support technique pour un retour. Alors, c'est lui qui trouve que le produit, quand ça tombe à 5 mètres, ça se casse et que ça ne le plaît pas. Il écrit directement dans les supports techniques. Alors, vous avez la possibilité de gérer ces données d'une manière numérique. Vous n'avez pas besoin d'aller recourir sur l'entreprise dans la partie support technique pour suivre ça. Déjà, l'outil lui-même déjà vous envoie des problèmes. Donc déjà, celui qui travaille déjà sur l'outil a déjà la possibilité de savoir que non, bon, il y a ça qui n'a pas marché et ils ont la possibilité de retravailler. Alors, cette phase-là vraiment est couverte. Alors, ils ont ajouté aujourd'hui la partie réalité augmentée, comme je vous avais dit, dans l'assistant d'assemblage, dans l'assistance du produit. Donc j'ai la possibilité de visualiser déjà la fabrication de mon usine. Je vois déjà comment ça va fonctionner. S'il y a des failles, je corrige. Le directeur aussi de l'entreprise est là en train de voir si vous avez bien fait votre travail ou pas. Alors on associe la partie animation à la partie réalité objet. Nous pouvons entrer dans une salle pareille. Nous sommes en train de voir que des machines sont en train de des pièces sont en train d'être conçues, mais en réalité c'est juste virtuel, on ne le voit pas. Alors vous avez la possibilité de marcher aussi dans votre conception pour voir s'il y a des problèmes, il y a des failles, lorsque ça va fonctionner. Peut-être qu'il y aura un arrêt brusque. Tout ça, là, vous avez la possibilité avec les réalités augmentées de voir ça. Alors, ça s'est fait généralement lorsqu'on fait on veut faire une première vente de produit. Par exemple, je conçois un produit pour la première fois. J'essaie de mettre ça maintenant sur le marché. J'ai fait d'abord ça comme ça. Et puis, je ne vais pas d'abord réaliser le produit. J'essaie d'avoir d'abord aussi l'avis du public d'une manière indirecte. Donc tout ce que les gens vont dire, bon, ça, moi, ça ne me plaît pas, parce que Dassault Systèmes a organisé ça le mois de novembre dernier. Alors, lorsqu'ils ont organisé ça, ils ont vu qu'il y a des produits qu'ils craignaient mettre sur le marché parce qu'ils n'étaient pas bien travaillés, qui a plu aux gens. Et les ingénieurs aussi sont venus, ils ont critiqué, et en une semaine, ils ont directement produit le produit final, et puis ils ont mis sur le marché directement. Donc ça vous permet vraiment de travailler d'une manière autonome, comme vu du fait que la conception, c'est un travail des titans. Alors, comme conseil, généralement, si vous êtes ingénieur en numérique ou vous voulez travailler en ingénierie numérique, il faut toujours rester à jour, il faut toujours suivre l'évolution numérique. Bon, généralement, actuellement, nous sommes assis comme ça, ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils doivent améliorer ça, comment est-ce qu'ils doivent ajouter des choses qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore numérisées. Alors, nous, essayons quand même de suivre les numériques à notre pas. Quand même que nous puissions quand même avoir au moins 1 sur 4 quand même de compétences sur les numériques. Il y a ça, il y a aussi ce que je disais dans l'utilisation des outils. Si vous familiarisez, par exemple comme moi dans les outils de Dassault Systèmes, je reste dans les outils de Dassault Systèmes. Mais seulement qu'il y a des spécificités du côté test. Généralement, SolidWorks, lui, il est meilleur quand il fait la fabrication de produits, quand il fait la conception et la fabrication du produit. Mais seulement qu'il faille un peu dans la méthode des tests. Alors, Dassault Systèmes, connaissant que SolidWorks est en train de faillir un peu par rapport aux tests parce qu'ils n'utilisent pas vraiment complètement la méthode. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé alors des outils qui viennent l'accompagner maintenant du côté test. Abacus, Demoulia, Katia aussi a créé la partie simulation spécifique à certains domaines de la mécanique ou d'autres domaines. Alors, si vous, dans la conception, vous maîtrisez AutoCAD, restez dans AutoCAD, mais sachez que AutoCAD est spécifique par rapport à ça. Bon, spécifique par rapport au BIM. Mais seulement qu'ils ont mis en place Autodesk, qui est aussi très bon. Ils ont mis en place AutoCAD Mechanical, qui travaille aussi la partie mécanique, pour tout justement concurrencer Dassault Systèmes parce qu'ils travaillent à côté. Ouais. À part ça, il y a aussi l'effet
collaborer avec des gens quand vous faites une conception. Généralement, dans les bureaux, ce qu'ils font, c'est ça. Ils collaborent ensemble pour voir si j'ai pas amélioré tel endroit, pour voir si j'ai des failles dans quelques endroits. Généralement, ça nous arrive, tu as une idée, tu lui dis, bon, je vais le mettre d'abord, je vais essayer d'esquisser cette idée. Tu te lèves, tu l'esquisses, quand tu dors, tu te réveilles, tu trouves que ce que tu avais fait la nuit, peut-être qu'il n'était pas trop bon, tu essaies d'améliorer. Alors, quand tu es assisté par une autre personne, ça vous aide aussi d'optimiser. Généralement, les Fab Labs ont été conçus généralement pour ça. C'est tout justement un laboratoire de fabrication dans l'animation pour former les makers, parce qu'ils savent que ces métiers-là, c'est pas un métier seulement qui se rattache à nous, ingénieurs, mais quelqu'un qui peut aussi se transformer en ingénierie numérique, qui peut changer de métier. Il a la possibilité d'aller chez Fab Lab, il se forme et puis il évolue dans cet environnement-là avec la collaboration, parce qu'il y a une partie dans des Fab Labs où on fait la collaboration en équipe pour travailler. À part ça, il y a aussi la collaboration client. Quand vous finissez votre produit, il faut le présenter à la personne qui vous a fait faire ce travail pour qu'il puisse voir un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer ou bien s'il valide le produit. Voilà. Ça, c'est en gros les conseils par rapport aux ingénieurs numériques, et aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans l'ingénierie numérique, d'essayer un peu d'immigrer par rapport à ce que vous faites déjà au quotidien. C'est possible, parce que le numérique n'est pas que pour les informaticiens. Ça concerne tout le monde, parce qu'on a tendance à penser que quand on voit le numérique, on voit que l'informaticien lui-même, alors que le numérique est dans tous les secteurs. L'autre fois, on m'a dit que non, il y a les juristes aussi qui travaillent aussi dans les numériques. Moi-même, je me suis étonné, mais je me dis comment ils sont tout le temps sur papier, tout le temps en train d'écrire, comment ils peuvent travailler sur le numérique. Donc, c'est possible dans tous les secteurs. Voilà. Maintenant, pour clore, c'est que l'ingénierie numérique, c'est un domaine qui est nouveau, qui aujourd'hui révolutionne vraiment le monde, que ce soit pour les non-industriels ou pour les industriels. Alors, je nous exhorterai de nous former et d'essayer un peu de suivre aussi la technologie par rapport à ce que j'ai dit. Comme ça, je passerai la parole à mon ami, il va essayer de vous briefer en dernier lieu sur les possibilités de formation. Merci. 5 minutes. Oui, justement, peut-être nous avons entendu peut-être beaucoup de mots qui nous ont passé justement à la tête, mais sûrement, comme on nous avait présenté au départ, nous sommes DigiSkillTech, qui est une entreprise qui œuvre dans l'ingénierie numérique. Donc, justement, pour vous briefer, justement, vous dire peut-être tout ce que vous avez entendu, dans notre entreprise, nous avons cette amabilité ou cette capacité de pouvoir aussi vous offrir quelques formations par rapport à vos domaines spécifiques. Genre, si vous voulez apprendre, par exemple, SolidWorks, Autodesk et autres, nous sommes capables de vous offrir ces genres de formations. Justement, ça ne sera pas seulement des discours comme ça, mais nous sommes capables de vous offrir cela. Justement, à la fin, peut-être nous allons vous partager nos contacts qui vous permettra justement de nous suivre, et cela nous aidera à pouvoir partager avec vous. Justement, j'allais aussi épingler quelque chose pour dire, justement, lorsqu'on entend comme ça, on s'est dit peut-être, est-ce que ça s'est fait? Je dirais peut-être, j'ai eu à travailler en G3 sur les calculs des pylônes électriques. Ça m'a pris toute une année et je n'avais même pas aussi des résolutions exactes. Mais arrivant en deuxième licence, je me suis dit, je vais faire des éléments finis. J'ai utilisé Autodesk, je me rappelle encore, Christian, nous avons fait ça dans 2 jours, nous avons eu des résolutions exactes et nous avons vu où est-ce que ça ne pouvait pas aller. Tout ce qu'il y avait comme équation mathématique en G3, on l'a résolu et nous avons eu l'amabilité de voir ça. Justement, si peut-être vous décidez de vous former en ça, vous pouvez toutefois nous contacter et nous allons pouvoir vous aider aussi. Merci. Merci beaucoup les ingénieurs. C'était très passionnant, très émouvant d'écouter les ingénieurs, surtout qu'ils maîtrisent très bien leur domaine. Hein. Bon, nous passons maintenant aux échanges, au débat. Si vous avez des questions, un contre-avis ou une proposition, vous pouvez faire ou des avis à partager avec les ingénieurs. Bon. Moi, je commence, j'ouvre la balle. Vous êtes ingénieur.
il y a le numérique qui arrive. Un constat est fait. Maintenant, à la cité ou peut-être en ville ou partout, on appelle tout le monde ingénieur. Il suffit d'avoir un ordinateur, de savoir, je ne sais pas, installer un logiciel, changer un disque dur, réinstaller un système, installer un pilote. On vous dit vous êtes ingénieur. Vous, en tant qu'ingénieur formé, est-ce que vous pouvez nous éclairer qui est réellement un ingénieur avant d'aller à d'autres, je sais pas. Okay. Merci pour la question. Généralement, nous savons tous que bon, ça c'est un problème de langage de la rue. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a un diplôme en ingénierie, qui a suivi un cursus, qui a eu des matières en un domaine spécifique de l'ingénierie. C'est celui-là qui est ingénieur. Seulement que peut-être que j'ai dit que celui qui a une maîtrise en outils en ingénierie numérique, il est ingénieur en génie numérique. Le problème, c'est quoi? Il faut avoir une certification à un brevet. Si tu n'as pas une certification à un brevet, tu utilises tout justement l'outil. Bon, on ne te qualifie pas parce que si je vais t'engager, je te dis, bon, qu'est-ce qui prouve que tu es ingénieur en génie numérique? Tu n'as aucune qualification. Alors c'est lui qui touche l'ordinateur là-bas dans la rue et qui se dit ingénieur. Bon, si je vais lui dire, bon, en quoi tu es ingénieur? Mais il va seulement dire que c'est parce que je pratique l'informatique. Ça n'a rien à voir avec l'ingénierie. Je ne sais pas si j'ai satisfait la question ou bien... Justement, je voulais compléter en disant, en fait, la différence aussi, c'est en fonction aussi de notre manière aussi de nous exprimer. Tu vas te rendre compte qu'un ingénieur de la cité, je donne l'exemple, qui dit je vais faire l'entretien de ma voiture. Okay? Après 1 mois, j'ai fait l'entretien de la voiture. Mais moi qui suis ingénieur formé, je sais qu'on ne fait pas, après 1 mois ou après 2 mois, je ne fais pas l'entretien de ma voiture, j'ai fait la maintenance. Vous comprenez que quelqu'un de la cité parle justement en envers. Quelqu'un de la cité peut appeler boulon vis, donc c'est compliqué. Ce qui se dit qu'un ingénieur, justement, aussi par rapport aux matières que la personne a, ça nous fait voir réellement que c'est un ingénieur. Mais les autres, c'est seulement les gens de la cité, ou soit, nous pouvons dire des ouvriers, ou un mécanicien de la cité, en d'autres termes, mais ils ne sont pas vraiment des ingénieurs. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est formé. Avant de passer au public, une deuxième préoccupation qui me vient à l'esprit comme ça là, nous sommes dans le domaine du numérique et puis il y a l'ingénierie. Alors, il y a en informatique, le numérique a un rapport plus avec l'informatique. Comme vous l'avez dit, il y a 2 parties. Il y a le hardware, tout ce qui est matériel, et puis la partie software. À quel niveau réellement un ingénieur peut intervenir dans ces domaines-là? Est-ce dans la partie soft ou dans la partie hardware? Ok, merci pour la question. Bon, généralement, un ingénieur, normalement, avec la formation, la base qu'il a en ingénierie, doit participer dans la partie hardware du numérique. Parce que si tu te retrouves dans la partie soft, c'est pas mauvais, il y a des gens, il est ingénieur, mais il s'est dit, moi je suis programmeur, je crée des sites web, ça lui donne de l'argent, bon, ça dépend de lui. Il se retrouve dans ces métiers-là. Si vous vous retrouvez dans le métier de soft, et que ça vous paye bien et que vous vous satisfait de ça, donc vous pouvez rester dedans. C'est pas que si vous êtes ingénieur, il faut toujours vous associer dans le hardware. Le problème, c'est que ailleurs, il y a des gens qui sont ingénieurs, mais aujourd'hui, il s'est dit, bon, je me retrouve dans les data science, ça me plaît, et que ça révolutionne aussi l'industrie. Alors je me dis, bon, je reste dans le data science. Mais il est ingénieur, mais il s'est dit, il se retrouve dans les data science. Peut-être qu'il avait fait un choix. Après, il s'est retrouvé qu'il est plus à l'aise dans les data science. Il y a aussi d'autres qui ont fait un choix à l'ingénierie, mais il se retrouve aussi dans le marketing digital. Il s'est dit, je me sens à l'aise dans les marketing digital. Ça dépend de là où vous vous sentez à l'aise. Ça ne dépend pas vraiment du choix que vous avez fait. Moi, j'ai fait le choix d'être ingénieur. Je me dis, je reste dans la partie hardware. Si vous avez votre choix, ça dépend de vous. Merci. Le public? Voilà. Merci pour la parole. Je me nomme Caleb Moussassou, ingénieur géomètre topographe dans les bâtiments et travaux publics. Je reviens à la première question. Je suis très content de savoir que vous avez ouvert la porte
C'est une très belle question. À la fin, lorsque vous avez donné des conseils, malheureusement, je n'ai pas vu l'endroit où vous avez encouragé l'ingénieur à être d'abord formé sur le plan manuel ou analogique. Dans le sens où, je reviens à la question aujourd'hui, lorsqu'on maîtrise quelques outils, AutoCAD par exemple, AutoCAD, SketchUp, je suis un ingénieur. Je gagne un marché, je vais le faire. Je l'ai fait, j'ai l'argent, il y a des erreurs. Puisque l'outil, nous sommes dans une période où la compétition numérique atteint vraiment un niveau très élevé. Tout le monde veut être numérique ou avoir la connaissance numérique. Moi, je crois qu'il serait aussi prudent ici, puisqu'on parle du numérique dans l'ingénierie, de préciser que les outils d'ingénieurs ou les outils plutôt numériques ne sont que des appuis dans la connaissance des ingénieurs. Parce qu'il peut y arriver que le numérique a besoin aussi de l'énergie. Je prends un cas précis. Excusez-moi, malheureusement, il n'y a pas un ingénieur de mon domaine pour bien entrer dans ces détails. Je prends un exemple simple. Je suis dans un contexte où mon ordinateur n'a plus de charge, où je dois calculer la structure d'un petit bâtiment. Je connais le logiciel. Je vais vous passer la parole. Ah, ok. Merci, en fait. J'allais dire par rapport au conférencier. Voilà. Il arrive que l'ordinateur bug n'a plus de charge. En tant qu'ingénieur, moi qui ai négligé la connaissance, je me suis trop fié aux outils numériques. Vous ne sentez pas qu'il y a un danger. De par là, je voulais juste aussi souhaiter que vous devriez aussi mentionner les petits inconvénients ou les dangers que présente le numérique, même si c'est très important dans la vie actuelle. C'était ça, en fait, ma contribution. Merci. Gardez les micros pour les autres. Ok, merci pour la question, c'était enrichissant. Alors, si j'ai bien compris, le problème c'était qu'il fallait mettre les dangers du numérique pour les non-ingénieurs. Non. Juste un conseil par rapport un conseil souhaite mentionner aussi, parler de l'inconvénient d'être trop attaché au numérique. Parce qu'aujourd'hui, quand on est trop attaché au numérique, on se dit, bon, on oublie le système analogique, calcul manuel. Je prends l'exemple de l'ingénieur Hermeline. Ouais. Elle a dit en troisième, au premier cycle, elle a fait une année pour faire des calculs. Et les calculs n'étaient pas précis. Mais au second cycle, il a juste pris 2 jours avec les logiciels et c'était précis. Ça, c'est bon. En termes de nombre, les outils nous facilitent la tâche. Mais au cas où les outils ne sont pas accessibles, on n'a pas le temps d'utiliser les outils. On fera quoi? On attendra. En fait, c'est là mon problème. Vous devez aussi mentionner que d'abord, il faut que la personne soit formée et après, les outils numériques viennent en appui afin de faire de nous un compétiteur dans le monde actuel. C'est un peu ça, en fait. Ok, je comprends bien. Alors, lorsque j'ai parlé de la formation d'un ingénieur, j'ai compris la question, je l'ai bien acquis. Alors, lorsque j'ai parlé de la formation, il y a formation et formation. Ouais, il n'y a pas de formation que tu fais une semaine à l'université ou bien tu fais une auto-formation. Si tu pars aujourd'hui faire une formation à l'étranger, en Europe, j'en ai fait une formation, moi. C'est pas que je suis devant vous pour rien. C'est un processus compliqué. On ne te donne pas un brevet, on te donne un bulletin. Et dans les bulletins, il y a la présence qui compte. Il y a la participation qui compte, c'est un point. Il y a les quiz qui comptent. Et ce ne sont pas des quiz ou un TP qu'on donne comme ça à un débutant, non. Alors, pour avoir le brevet, il faut avoir 80%. Donc, vous êtes à 100, vous êtes en train de vous former. Il n'y a que 2 qui ont les diplômes. Les 2 là, ils ont eu la formation de base. Parce que la formation, il y a d'abord la partie théorique qui vient d'avoir avant. Et puis, il y a la partie numérique qui vient après. Parce que pour utiliser l'outil, il ne faut pas seulement connaître l'environnement. C'est vrai, c'est un problème qu'on connaît chez nous à Kinshasa avec le programmeur aussi. Il y a programmeur, celui qui est vraiment formé en programmation, et celui qui a fait la formation chez lui à la maison. C'est différent dans la qualité aussi. Il peut être bon, il est doué, il se forme, mais c'est lui qui maîtrise. Si tu le vois en face de toi en train de faire, c'est différent.
Mais l'autre, il te dira, bon, j'allais faire à la maison. Mais celui qui a la maîtrise, il dit, bon, on se met, on travaille. Donc quand je parle de formation, je ne fais pas allusion à la formation qu'on fait une semaine comme ça, et puis je me dis, bon, je suis ingénieur numérique. C'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir une qualification pour être ingénieur numérique. C'est une bonne intervention, c'est très enrichissant. Seulement que je voulais seulement préciser que je ne parle pas de formation comme ça, non. Je parle d'une formation où tu passes par un processus où on t'évalue réellement pour avoir cette certification-là et pour être qualifié comme ingénieur. Généralement, ceux qui sont dans les Fab Labs, ils sont dans les numériques, mais ils ne sont pas ingénieurs numériques, ils sont makers, ils sont Fab Managers. Peut-être que le Fab Manager, il n'a pas fait il a fait une formation qui le couvre en brevet, raison pour laquelle il est ingénieur en numérique. Mais les makers, c'est pas pour rien, on les appelle le maker. Ils sont makers, ils ne sont pas ingénieurs numériques, ils sont les faiseurs. Donc les faiseurs, ces gens qui utilisent ces outils-là. Je ne sais pas si j'ai satisfait la question ou bien. Ouais, merci beaucoup pour l'intervention. D'accord, merci. Je tiens vraiment à dire félicitations et merci à nos intervenants. En fait, moi je suis Firmin Benza, je suis étudiant à l'université de Kinshasa, dans la faculté de médecine. Et en fait, j'avais des petites questions. La première question, c'est, en fait, parlant des ingénieries numériques, etc., dans vos conceptions, est-ce qu'il y a-t-il une place dans la cyberattaque, cybercriminalité, vol de données, de telle manière qu'à peut-être après votre conception, il y a eu vol de données, détournement de données, et qui peut-être après que vous ayez livré un outil, cet outil-là par après cause de dommages, etc. Ça, c'était un peu sur la cyberattaque, ingénierie numérique, tout ça, parce que nous connaissons très bien que le secteur du numérique, en tout cas en termes de vol de données, des fois ça ne blague pas. La deuxième question, parlant toujours dans le cadre des formations ingénierie, est-ce qu'il y a-t-il vraiment une place de la recherche scientifique dans ce que vous faites, plutôt, désolé, parce qu'à chaque fois où il y a formation, j'ai l'impression qu'on essaie juste de faire ce que les autres font. Et pourtant, moi j'aimerais en fait que nos ingénieurs placent aussi la recherche scientifique dans tout ce qu'ils font, de telle manière qu'on se dit qu'il y a vraiment de l'innovation dans ce qu'ils font, innovation purement congolaise. Voilà mes deux petites questions. Merci. Ok. Ok. Pour la première question, c'est une bonne question concernant la cybersécurité. Déjà, l'outil, quand on vous le vend, il y a des versions estudiantines, version entreprise, professionnelle et premium. Alors, quand on sait que ces versions entreprise, il doit faire le contrôle que c'est une entreprise, parce que ce n'est pas pour que vous puissiez utiliser l'outil abusivement, c'est pour sauver aussi vos données, dans ce sens-là. Mais la version estudiantine, c'est la version qu'on a facile. Ce n'est pas facilement, mais chez nous en Afrique, il n'y a pas un contrôle de ces entreprises pour suivre un peu ces crackers, ces ravisseurs d'outils. Mais généralement, pour les entreprises comme Boeing, il a une place chez Dassault Systèmes où on sait que non, on doit bien gérer ces données. Ce n'est pas comme ça que les données vont se volatiliser. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voulais être informé que je suis assistant à l'ISTA. Donc, quand on fait généralement un article scientifique, il y a un outil qui nous appuie aussi dans ça. C'est la tech, la programmation des tests scientifiques. Alors, dans la recherche scientifique, actuellement, aujourd'hui, si tu vas vraiment dans le domaine de l'ingénierie, surtout mon domaine, il y a beaucoup de tests virtuels qui font l'objet d'un article. Il y a beaucoup si vous voyez même les mémoires des Tunisiens, des Marocains, tu vas voir qu'à la fin, il a utilisé MATLAB, à la fin, il a utilisé SolidWorks et tout. Ouais, je pensais peut-être que tu allais peut-être poser la question concernant les numériques dans ton domaine de la médecine. J'aimerais juste ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, cyberattaque, cybersécurité. Ces outils, j'imagine que quand c'est dans le domaine d'entreprise, l'entreprise doit d'abord prendre des mesures de sécuriser son environnement. Je pense que même si les ordinateurs sont connectés, ça ne sera pas le même type de connexion que nous utilisons. Ils vont mettre des firewalls, tout ce qui est pour protéger en tout cas le système. Hormis ça, on dit toujours qu'il n'y a pas un système qui est fiable à 100%.
il peut y avoir des attaques, mais ils essayent toujours de minimiser le plus possible les mesures de sécurité pour sécuriser leur environnement de travail. Merci de l'octroi du verbe. Je me nomme Christian Kayamba, étudiant en communication à l'université de Kinshasa. Ma question concerne les deux panélistes. Je me demande bien si il y a un rapport, une relation entre les numériques avec les digitales, c'est-à-dire où on peut trouver facilement Internet, les médias, télévision et tout. Et justement, comme deuxième question, j'aimerais savoir si l'ingénierie numérique a pour fin ou ultime voilà, les digitales même, c'est-à-dire la création, par exemple, d'un ordinateur où la fin est qu'elle utilise, par exemple, Internet. Dernière question, je n'ai pas vraiment bien saisi. Je disais, est-ce que les numériques a pour fin ultime les digitales, c'est-à-dire une création numérique doit nécessairement s'afficher, par exemple, sur un écran? L'objectif. Oui. Donc ton objectif, c'est que ça finisse sur les numériques. Oui, je demande si... Bon, ça. je vais essayer un peu, je ne sais pas vraiment comment je peux positionner la réponse, mais pour répondre d'abord à la première question, qui est de savoir, tu as parlé des communications. Oui, la relation entre les numériques et les médias, et le digital. Ouais. Ok. J'ai expliqué non, comment l'économie numérique est scindée en deux, hardware et software. Alors, je sais déjà que, bon, je ne suis pas vraiment dans le domaine des software, mais je sais que les traffic managers font ce que tu es en train de dire, sont actifs en ligne avec le committee manager. Tu vois, non, généralement, par rapport à la deuxième question, généralement c'est ça, parce que ce sont maintenant eux qui font des produits qui sont actifs en ligne, qui restent en ligne. Maintenant, nous, généralement, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est avoir un produit réel comme ça. Ok? Alors, d'autres personnes font des tests, ok? Les tests, ça reste numérique. Tu vois, non? Alors, il y a aussi dans l'ingénierie numérique où on fait la programmation des tests. La programmation des tests, c'est pour des fins d'envoyer par exemple un CV que j'ai fait avec la programmation des tests qui est numérique aussi, d'envoyer par exemple les documents, de faire les transferts des documents. Dans ces entreprises, dans ces industries, là, ils utilisent ces outils-là parce que c'est un peu plus professionnel. Il y a un modèle, j'ai rempli le modèle et puis après, je l'envoie en format numérique avec des liens, avec tous les avantages qu'offre la programmation des tests. C'est pas satisfait la question? Oui, ça va. Merci. Oui. Passez les micros. Bonjour, je suis John Saïdi Chota, ingénieur en construction avec une spécialité en hydraulique. Alors, je suis très passionné par la technologie et le numérique. C'est même la raison d'être ici présent. Alors, je suis arrivé un peu en retard, mais je voudrais savoir. Donc, il y a un jour, je suis tombé sur quelque chose et ça parlait de la Chine. Excusez-moi, je veux rechercher rapidement. Ouais. Est-ce qu'il est... Voilà. Alors, on dit ceci, la valeur de l'économie numérique de la Chine atteint 7100 milliards de dollars en 2021. Alors, j'aimerais que nous nous positionnons par rapport à la RDC, parce que je suis ingénieur, mais je suis particulièrement ingénieur de la RDC. Est-ce que l'ingénierie numérique peut être aujourd'hui évaluée en termes de pourcentage? Est-ce que vous pouviez savoir combien en chiffres ou en pourcentage aujourd'hui les ingénieurs qui œuvrent dans le numérique peuvent s'estimer? C'était là ma question et ma préoccupation. Par rapport à cette question, il y a un sondage qui a été fait en 2017 que les numériques a un pourcentage de 27% chez nous. Mais il parlait des STEM numériques. Alors, généralement, après ça, les numériques a évolué. En 2018, il y a IFAB Lab, parce qu'il y avait une dame, j'ai oublié le nom, qui s'est battue après pour avoir maintenant
de Fab Lab, c'est pourquoi vous voyez les oranges et tout. Ils sont venus après 2018. C'était après ces sondages-là. Après ça, je ne sais pas vraiment le pourcentage, c'est à combien sur les numériques en Afrique. Bon, en RDC. Merci beaucoup, c'était ma seule préoccupation. Bonjour, je me nomme Fabrice Kibazola. Je ne suis pas dans votre domaine, mais en ce qui concerne le numérique, donc je parle le langage. Ma question va aller dans le sens où, je cite, « Pourquoi n'y a-t-il pas des inventions alors qu'à l'heure actuelle, vous avez l'acquisition de tous ces logiciels et autres matériels avec la facilitation du numérique ?» Là, c'est la première question. Et ça a deux volets. Le deuxième volet, c'est que quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour vous démarquer dans votre domaine? Justement, vous avez posé des questions pourquoi il n'y a pas assez d'inventions. Premièrement, déjà, comme je l'avais dit au départ, parce que nous avons... Lorsqu'on parle du numérique, mais on oublie un peu ces domaines de l'ingénierie numérique. Même lorsque nous étudions, nous faisons de l'ingénierie, on se rend compte que la partie là, on n'a pas ça. Généralement, j'étais à l'histoire, je me suis rendu compte que c'est en LD où tout le monde se rend compte qu'il doit faire des simulations et des modélisations. Tu vois, là maintenant, il faut recourir aux personnes qui maîtrisent déjà les domaines. Mais sinon, par rapport aux innovations, je dirais aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont mis en place des projets d'innovation, justement en utilisant l'ingénierie numérique. Moi, je dirais peut-être, je ne citerai pas tout ce qu'il y a comme projet. Nous sommes déjà 9 projets d'innovation que nous avons mis en place. Et je citerai peut-être les projets, peut-être tout le monde connaît, les projets de la production de l'électricité grâce aux urines. Nous avons travaillé à 2. Nous avons utilisé SolidWorks, ce qui nous a permis de pouvoir faire les études statiques. Nous avons fait tout ce qu'il y avait comme études à partir de ces logiciels. Et il y a tant d'autres projets que peut-être vous allez découvrir après. Il faudrait seulement que nous puissions certifier les projets avant peut-être de pouvoir les partager à tout le monde. Pour ce qui concerne l'innovation, aujourd'hui déjà à la République démocratique du Congo, les gens certainement ne maîtrisent pas, mais nous sommes là. Peut-être voilà pourquoi nous nous sommes dit nous allons pouvoir nous lever et parler aux ingénieurs ou à des personnes qui veulent migrer en ingénierie de pouvoir utiliser les numériques. Et je peux rajouter encore? Ok, vas-y. Par rapport aux innovations, parce que sans oublier qu'il faut avoir de l'argent pour innover. Tu peux avoir l'idée, mais bon, pour essayer de matérialiser ça, il y a beaucoup de contraintes. Alors, donc, il n'y a pas que... Vous avez la maîtrise des outils, vous avez peut-être la maîtrise du processus de développement de produits, mais à la fin, il faut quand même qu'il y ait un fonds qui couvre un peu ces activités. Les gens ne vont pas travailler sans manger. Je ne sais pas si c'était ça vraiment la question ou bien... Ouais. Bon, le problème avec l'innovation, c'est ça. Mais il faut toujours avoir du courage. On dit Eli qui a tité. on croit toujours que ça va aller. C'est quelque chose où si tu te retrouves dans un domaine où tu es mise dans de bonnes conditions et que tout est réuni, tu vas produire des résultats tu auras des résultats de haute qualité par rapport à celui qui est à l'étranger et vous aurez le même niveau. Vous n'avez pas de subvention de l'État par rapport à ce que vous faites? Des subventions directes par rapport à ça, non, bon, ça c'est pas dans le contexte de l'ingénierie numérique aujourd'hui, on peut parler des subventions et autres, mais quand même il y a des appuis par rapport à certaines autres choses. J'ai une dernière préoccupation. Sur les réseaux sociaux actuellement, on voit un Zimbabwéen, un créateur zimbabwéen. Je ne sais pas si c'est zimbabwéen ou bien tanzanien. Tanzanien? Ghanéen? Zimbabwéen, c'est un Zimbabwéen, oui. Si vous le connaissez, là je peux poser la question. Si vous n'avez pas dit... Non, je ne le connais pas. Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas vu. Merci beaucoup. Pas actif, non. Ouais. Bonjour. Moi, c'est Gad Simba. Je suis ingénieur, informaticien. Je fais la conception des systèmes d'information et administration de base de données. Donc, c'est-à-dire, je suis dans la partie soft. Et vous êtes dans la partie hard. Alors, c'est d'abord un sujet très passionnant, émouvant. Je tiens d'abord à vous remercier
parce qu'il n'y a pas assez de débats par rapport à ces sujets. Il y a des illusions par rapport à l'ingénierie numérique. Moi, j'ai aussi appris quelques points ici. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est par rapport à ce que vous avez exposé. Les logiciels MATLAB, j'ai vu, mais d'autre part, étant concepteur des systèmes informatiques, je n'ai pas vu de logiciels de conception des systèmes, donc de développement, comme Visual Studio ou autres. Alors que ce sont aussi des logiciels qui permettent de toucher la partie soft. Vous avez martelé sur des logiciels qui touchent plus le mathématique, la robotique, des trucs comme ça. J'ai vu MATLAB, c'est un truc qui nous embrouille. Ouais. C'est ça la question. Alors, j'ai aussi une contribution. Mon frère à côté a parlé des innovations technologiques. En RDC, je crois qu'on n'est pas unis, dans le sens où nous concevons des systèmes pour des utilisateurs. Donc nous sommes des architectes logiciels. On conçoit des trucs comme ça, mais on n'arrive pas à mettre le système en place parce qu'on ne travaille pas avec vous. On n'est pas dans un réseau où je peux vous contacter. La fois passée, j'avais présenté une innovation technologique pour les élections où on doit développer un kit électoral. Alors, à la logique, on doit travailler avec vous, nous on conçoit, et puis vous mettez, vous réalisez la partie hard. Donc, je crois, donc on ne se connaît pas, on est chacun à son coin, donc c'est un peu ça. Ok, merci pour la question. Bon, pour la première question, j'allais dire, les outils qui sont là, ce sont les outils des industriels. J'ai épinglé quelques outils qui ont été développés pour des biens des entreprises industrielles. Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, là-bas, il y a des outils de programmation aussi. MATLAB, c'est un outil où vous avez des résultats sur base de la programmation. Il ne s'appuie pas que sur la mathématique, non. Il y a un parti pour vous en réseau qui ne s'appuie pas sur la mathématique. Donc, il vous assiste seulement. Donc, il y a aussi déjà là-bas des GUID qui sont déjà des interfaces que vous pouvez utiliser comme une application et vous avez des résultats. Il y a aussi, à part ça, aussi des blocs, des schémas blocs qui sont déjà là dans le Similink où vous pouvez avoir directement des résultats. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est éloigné par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Seulement que j'ai épinglé quelques outils. J'ai même dit à la fin que j'ai enlevé un outil. Je n'ai pas voulu le dire parce que c'est un outil qui a été développé par des informaticiens en soft. Alors je me suis dit, bon, je prends que les outils qui ont été développés par des ingénieurs, raison pour laquelle j'ai épinglé ça, mais il y a plusieurs outils. Là, je n'ai plus que les top vraiment qui est utilisé vraiment chez les industriels. Merci. Avant peut-être de donner la parole, j'aimerais compléter par rapport aux innovations. En tout cas, ces dernières années ici, je vois pas mal d'innovations congolaises qui, même ici, en 2001, je crois, 2021, on avait organisé une soirée d'innovation congolaise ici à l'Institut français. Pendant le mois de novembre numérique, il y avait pas mal d'innovations qui sont passées ici. Mais le grand problème aussi, c'est la consommation. Donc, quand il y a des innovations congolaises, il faut consommer aussi ça. Donc, vous ne consommez pas. Donc, c'est comme ça que ça passe aussi inaperçu. Non, c'est quand on présente, il y a sur le marché peut-être, c'est une innovation, ce sont des prototypes. Vous pouvez, à titre bienfaiteur, vous dites, moi j'achète ces prototypes. Et ça va inciter les inventeurs à continuer leur travail.
C'est un peu ça que je pouvais compléter. Vous avez la parole. Bonjour, moi c'est M. Olivier. Je suis aussi ingénieur. Je suis ingénieur industriel. Alors, j'ai beaucoup œuvré plutôt à l'extérieur du pays. Alors, d'abord, de prime abord, je vous félicite. Hein, c'est vraiment un coup de chapeau pour vous deux, pour nous avoir réunis à cet endroit. C'est très bien, c'est magnifique. En fait, l'endroit ici est tel que vous avez présenté les choses, ça a l'air de nous plonger dans un auditoire. Dans un auditoire où vous nous donnez un peu cours. Donc c'est très bien de votre part. Alors, ce que vous avez dit, c'est vrai, monsieur l'ingénieur, vous, de Boeing. Donc, pendant que j'étais à l'extérieur du pays, j'ai eu à être associé, enfin à travailler aussi dans certains projets de Toyota. Donc, ce qui fait, c'est vrai, effectivement, donc l'industrie numérique s'est beaucoup développée du côté de Boeing et Toyota. En fait, il y a eu une grande collaboration à un moment de Boeing. Il y a eu trois personnes, parmi lesquelles il y avait aussi Zeta 3. Le deux, j'ai oublié, mais il y avait Durin et puis deux autres là. Ils sont allés au Japon et travailler avec Toyota et développer cette industrie-là. Ce qui fait que vous aviez d'une part le système, les bases étaient pratiquement les mêmes, hein, donc du côté de Boeing et l'autre du côté de Toyota. Alors, mais en fait, par la suite, bon, ça peut être débattu, hein, quoi. Du côté de Boeing, il y a eu Dassault et tout ça, mais curieusement, aussi, un peu similaire, Toyota, il y a eu une autre branche qu'on appelait Denso. Denso, ça c'est au Japon aussi, hein. Denso. Alors, ils ont développé ça. Maintenant, bon, bien sûr, l'industrie s'est développée jusqu'à ce qu'elle a pris plusieurs dérivés. Donc, je pense, par rapport à ce que vous disiez, dire que le numérique, c'est seulement un peu l'aspect aéronautique, bon, ça peut être discutable un peu. Mais plutôt, on peut classer ça un peu sous le domaine des mathématiques appliquées. Voilà. À l'extérieur, à l'étranger, c'est comme ça qu'on appelle un peu ça. Bon, c'est un terme générique. On appelle ça Applied Mathematics. Les mathématiques appliquées. Seulement que maintenant, ça prend différentes branches. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais à ce niveau-là. Le deuxième commentaire un peu que je voulais faire, c'est un peu par rapport à... c'est que nos deux intervenants ont soulevé. Ça, c'est vrai, c'est un peu, ça fait de la peine. Quand vous voyez, c'est très beau ce qu'on dit là, c'est ce dont on parle, mais regardez un peu l'état de nos universités. Moi, j'ai fait la Polytech aussi. Ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de temps, tout ça. Mais, quand je compare, j'ai fait ici, et puis après, je suis allé à l'étranger, j'ai continué les études avancées et continue à travailler. Mais quand vous voyez aussi un peu tel que ça se passe, est-ce que l'infrastructure qu'on a ici facilite, comment je veux dire, est-ce que les étudiants, voilà, les étudiants en utilisant ça sont à quel niveau ils sont prêts à affronter le marché de l'emploi. Parce que ce que vous avez dit là, c'était correct. Quand vous venez devant l'employeur, l'employeur, oui, c'est bien, vous êtes ingénieur, blablabla, ainsi de suite. C'est bon de dire ça. Mais lui, il a envie, il veut que vous soyez opérationnel. Donc, très vite, vous soyez en mesure de produire. Comprenez? Donc, oui, c'est bien, vous pouvez lui amener un bon diplôme là qui semble bien et tout ça, mais quand vous n'avez pas ces requirements là, donc ces spécificités là, pour lui, il va vous dire oui, ça va, mais je vais vous appeler, mais attendez d'abord, il prend une autre personne. Donc, quand on évalue maintenant nos universités, qu'est-ce que l'on peut faire pour que notre système éducatif et même l'infrastructure qu'on a, les labos informatiques, j'ai vu à l'étranger, les labos d'informatique,
Vous avez les facultés d'ingénierie, vous avez mécanique, industrial, chemical, vous avez aéronautique, vous avez tous les autres, là, electrical, tout ça. Mais quand vous voyez maintenant les labos informatiques qu'il y a, c'est impressionnant. Donc, vous avez ces gens qui utilisent, aussitôt qu'ils utilisent ça, ils sont facilement, sur le marché de l'emploi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de notre système pour essayer de remonter la barre, en fait? Ok, merci pour la question, c'était enrichissant. Déjà, j'étais très content que vous aviez appuyé le fait de l'association Toyota. Le problème avec Danso, c'était le marché chinois. Toyota voulait vendre des produits, tellement que les Chinois ils sont nombreux, il vaut mieux le produit là-bas vendre en grande quantité. Alors, les Chinois avaient obligé qu'ils utilisent Danso, ils se séparent des Dassault Systèmes aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Alors, Boeing, il produit chez lui aux États-Unis. Alors, par rapport à votre préoccupation, déjà à notre niveau, on ne sait pas vraiment comment répondre à ces problèmes-là. Mais seulement que si ça se passe comme ça s'est passé à l'étranger à l'époque, où les universités gardaient d'abord en ce moment le programme des ingénieurs, mais on amenait alors des Fab Labs animés à l'université, à l'institut, pour essayer un peu d'associer la formation à la formation professionnelle. Si au moins on essaie quand même de faire la part des choses par rapport à ça. Par exemple, Bralima, il fait des requêtes. Pour moi, j'ai besoin de tel ingénieur qui a telle qualification, qui a telle matière. Au lieu de venir bouger en fait le programme national, on essaie tout justement de mettre des centres de formation à côté. De temps en temps, les étudiants, si c'est dans leurs environnements d'études, ils seront toujours tentés à aller se former, parce qu'il y aura toujours sûrement de formations qui seront gratuites à un moment donné, il y aura toujours beaucoup de possibilités de le faire. Ça, c'est ma préoccupation, mais ce qu'il y a de comment revenir sur ça, c'est tout un problème que moi, je ne sais pas gérer à mon niveau. Ouais. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Madame Grasse. Je ne suis pas ingénieure en numérique, je ne suis pas aussi ingénieure tout court, mais sinon je m'y connais quand même un tout petit peu. Donc en matière d'ingénierie en numérique soft, parce que je suis associée dans une agence de communication. Premièrement, j'aimerais d'abord vous féliciter parce que voir des jeunes, je ne sais pas, vous avez fini à peine sorti de l'université? L'année passée. À peine, par rapport à nous autres, c'est à peine. Donc déjà, félicitations et tout. Mais j'aimerais souligner une chose, comme messieurs venaient à peine de le dire. À vous entendre exposer, on sent un peu trop les milieux estudiantins. Or, moi, ce que je veux de vous, il y a un monsieur là-bas qui a souligné quelque chose des grandioses pour moi à mes yeux. Il a parlé plutôt des subventions et tout. Il vous a aussi demandé en quoi vous avez innové. J'aimerais intervenir un peu en ce sens que j'attendais un peu que vous sachiez vous vendre. Mais la manière dont vous avez répondu qu'on n'a pas d'argent, bon, je ne sais pas trop. Or, vous êtes ingénieur. Tel que vous êtes là, vous avez déjà fini avec l'université. Vous êtes maintenant dans le monde réel et vous êtes là, vous êtes en train d'exposer devant un public, des gens confondus. Vous ne savez pas qui est qui pourra vous aider parce que ce sont des domaines où on innove. Il faut savoir vous vendre. Il y a la dame qui, si je ne me trompe pas, m'a dit que vous avez déjà eu à élaborer, si c'est 7 projets, soit 6 projets, entre autres un projet en transformation des urines et tout. Vous-même, vous l'avez souligné, la différence entre l'ingénieur traditionnel et l'ingénieur en numérique, c'est que l'ingénieur en numérique, même s'il ne vend pas encore son produit, même s'il ne le met pas encore sur les marchés, mais il peut déjà concevoir ça, finir ça, garder ça les jours où l'opportunité se présente, il pourra au fait les faire savoir au public. Il faut répondre ceci, en quoi nous avons innové, on a déjà autant de projets, on a fait ça, c'est dans
dans la machine, je ne sais pas, dans les disques durs, je ne sais pas si c'est dans où, mais il nous manque des moyens. Mais si vous dites seulement directement que non, on n'a pas de moyens, on n'a pas... Donc, vous ne savez pas vraiment vous vendre, donc, parce que les hic avec les gens, c'est que vous pouvez impacter dès le premier contact ou on vous oublie aussi seulement que vous êtes ingénieur, je ne sais pas quoi. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à vous. Ben, si vous êtes ingénieur, vous avez étudié, vous avez passé beaucoup de temps là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui sont incapables de faire ce que vous faites. Et puis, dans votre exposé, enlevez trop les théories et tout. Moi peut-être, je me suis un peu retrouvée parce que j'ai eu assisté à la conception des projets en 3D parce que l'agence où je suis, moi, je ne suis pas informaticienne, mais ils font des enseignes lumineuses en 3D. Ils partent de la conception des projets jusqu'à la réalisation. Je crois que c'est là où vous intervenez, la réalisation des projets. Et puis, l'idée que le monsieur a dit, n'attendez pas qu'il y ait une personne. Vous vous connaissez déjà, peut-être avant, vous ne vous connaissez pas et tout. Lui, il est dans les softs et puis vous êtes dans les hard. Mais échangez-vous des numéros, prenez contact, formez un groupe et tout. Commencez maintenant à élaborer des projets. L'argent, ça va venir. L'argent, ça ne vient pas comme ça. Il faut leur présenter quelque chose, déjà un produit fini à quelqu'un. Et puis, sûrement, avec l'allure où les numériques évoluent, un jour, vous serez surpris avec votre projet. Et puis, même si ça, personne n'a eu à capter ça ici en RDC, le monde ne se limite pas seulement ici. Peut-être qu'il y aurait des acheteurs en France, en Amérique et tout. On ne sait pas, mais soyez prêts à travailler en équipe entre vous, les ingénieurs, parce que, au fait, c'est vous qui faites que les numériques puissent aller de l'avant. Donc, ne vous sous-estimez pas. Soyez fiers de ce que vous avez fait et puis sachez aussi vous vendre. Merci. Merci beaucoup, madame. Déjà, je vous informe, nous sommes DigiScultech, qui est une entreprise en ingénierie numérique. Déjà, nous avons mis en place notre entreprise, nous avons tout ce qu'il y a comme document reconnu à la République. Nous avons fini l'année passée, il a fini en mécanique d'aviation, moi j'ai fini en mécanique appliquée, certainement. Si vous allez voir, on parle plus des étudiants, justement par rapport à notre entreprise, nos cibles, c'est plus des étudiants. Okay? C'est plus des étudiants. Mais quant au projet d'innovation, nous travaillons nous offrons des formations en ingénierie numérique, justement que le logiciel que nous avons épinglé, ce sont des logiciels que nous offrons. Justement, tu vas apprendre à utiliser SolidWorks, tu vas apprendre à utiliser LaTeX. Nous offrons ces genres de formations. Et aussi, nous aidons ceux qui ont les idées d'innovation. Comme nous avons dit, il y a des gens qui ont des idées. Tu es peut-être dans la médecine, tu as des idées de quelque chose que tu dois peut-être transformer ou changer. Mais que ça soit en ingénierie numérique, nous sommes là. Vous pouvez venir avec votre idée. Nous allons pouvoir vous aider à pouvoir développer votre projet jusqu'à le rendre palpable. Et également, nous réalisons nos projets propres à nous. Quand nous sommes en train de dire nous réalisons les projets propres à nous, justement, ce n'est pas facile de pouvoir parler directement de ton projet comme ça quand ce n'est pas encore certifié. Voilà pourquoi nous avons cité parmi nos projets, les projets de production de l'électricité grâce aux IRIN, c'est parmi nos projets qui sont certifiés au niveau du ministère de l'Industrie. Également, derrière ces projets-là, nous avons reçu beaucoup, nous avons les brevets d'invention et nous avons reçu pas mal de prix. C'est un projet que nous avons travaillé avec d'autres experts qui nous ont aidés dans d'autres domaines. Justement, c'est ça. En dehors de... Mais si peut-être nous sommes en train de plus parler, genre étudiants, c'est parce que les personnes, aujourd'hui, plus que nous allons pouvoir former, ce sont les étudiants ingénieurs. Aussi, notre source ou les désirs de faire ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons reçu au banc de l'école. Donc, lorsque nous étions étudiants, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Nous sommes en train d'étudier la mécanique, tout ça, mais on arrive en génie, on nous demande de pouvoir faire des choses que nous n'avons jamais fait ou nous n'avons jamais étudiées. Genre, il faut faire des modélisations, des simulations de pièces et tout ça. Et là, tu es bloqué, tu commences à chercher d'autres personnes. Voilà pourquoi nous sommes dit, pourquoi pas, nous sommes formés
aller vers les étudiants, les former à pouvoir utiliser les outils parce que l'université ne dispose pas de formation dans ce sens-là. Nous allons pouvoir former les étudiants, aussi les entreprises et autres à pouvoir utiliser l'outil numérique en ingénierie. Bon, merci vraiment, Madame Grace, par rapport à votre intervention. C'est acquis. Alors, j'allais dire par rapport à la place de la formation, c'est pas que je suis trop scientifique ou bien c'était trop estudiantine. Alors, je voulais un peu associer l'ingénierie au numérique. Alors, raison pour laquelle tu as vu, vous allez m'excuser, vous avez vu, j'ai essayé un peu d'aller dans ces sens-là. Oui, monsieur a dit que j'ai donné des exemples de l'industrie aéronautique. J'ai donné ces exemples-là parce que généralement, tout le monde connaît Boeing, tout le monde connaît Airbus, donc c'est direct. Alors si je donne un exemple, par exemple, de Sokai, beaucoup de gens vont se dire, Sokai va chercher à réfléchir, c'est quoi d'abord, on ne connaît pas. Alors, il vaut mieux que je donne ces exemples-là. Alors, par rapport au business, c'est bien les avantages, les opportunités, généralement, quand on œuvre dans ce domaine. C'est à chaque fois qu'on se présente comme ça. Alors, vu le fait qu'il y a déjà un processus et que dans le processus, ils ont demandé la confidentialité dans ce sens-là. Alors, on s'est dit qu'on ne peut pas dévoiler directement le projet, mais c'est un produit qui est déjà fini virtuellement comme ça. Et il suffit juste qu'il y ait un go par rapport à la réalisation. On pourra peut-être passer à la réalisation. Mais les opportunités, on n'en révise pas. On travaille aussi avec, peu importe les gens qui viennent par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu par rapport à la question. Ok, merci. Bon vent. Bon vent à vous. Merci. Il y a une préoccupation. On prend les dernières préoccupations. Bonjour. Bonjour. Ma préoccupation est quant à l'apprentissage des différents outils de l'ingénierie. Vous avez plus privilégié la formation qui est plutôt l'auto-formation. Je voudrais savoir une personne qui premièrement, d'abord, il est allé dans un centre de formation pour suivre une formation quelconque et il s'est dit de lui-même non, la manière dont on nous apprend, ça ne me va pas. Donc, je préfère faire des recherches sur Internet, suivre des cours en ligne et tout. Et cette dernière, la personne maîtrise bien aussi l'outil en question. Et maintenant, ma question est celle-ci. Quelle serait sa place dans l'ingénierie numérique? Est-ce que cette personne-là serait considérée comme étant ingénieur numérique aussi? C'est ça ma question. Ok, bon, moi aussi j'ai posé une question. Là-bas, Congo fait une offre d'emploi, il dit je cherche des ingénieurs mécaniciens. Tu es très compétent, mieux que moi, mécanicien. Tu vas postuler? Ingénieur mécanicien, donc ça veut dire que c'est lui qui a un diplôme. Ah oui, c'est lui qui est certifié, non, il ne peut pas postuler. Tu es plus compétent que moi. Non, moi je parle plutôt d'outils informatiques. Ouais. Les différents outils que vous avez cités là. C'est lui qui fait une auto-formation. C'est lui qui a une qualification. Ouais. Ok, donc sa place n'existe pas par rapport à l'ingénierie. Alors, c'est ce que j'ai dit au début. Il y a un peu de méli-mélo par rapport à ça. Tu n'as pas une qualification d'ingénieur, tu t'appelles ingénieur. Alors c'est lui qui a une qualification. Même si tu es plus compétent que lui, mais lui sur le marché, il est plus valorisé que toi. Donc généralement, que la formation soit enrichissante ou pas, généralement, il faut quand même que tu couvres ça avec un document. Ça, c'est un conseil que je te donne. C'est bien se former, tu peux être plus compétent que moi, mais quand tu as quand même une qualification, tu peux être embauché. Généralement, actuellement, il y a des entrepreneurs qui s'en foutent de ça. Déjà en Europe, quand tu es très compétent, même si tu n'as pas un diplôme, on t'embauche. C'est vrai, mais il faut aussi suivre aussi les réalités du pays. Généralement, chez nous, ici, on suit plus des diplômes parce qu'on s'est dit, peut-être que tu peux compétent. Mais seulement qu'il y a une chose que je veux préciser. Moi aussi, je suis passé par une auto-formation. Avant d'avoir ce que tu as eu. Mais seulement que pour être consultant technique par après, on me demandait maintenant ces documents-là après, pour essayer un peu de me positionner par rapport aux avantages qui peuvent venir. Après, je suis allé me former. Heureusement que je suis tombé sur une formation très complexe.
qui m'a réellement formé. Et j'ai compris qu'il y avait des théories et d'autres choses que j'ai fait ça vaille que mais après, je me suis bien positionné vraiment. Donc, c'est bien l'auto-formation, c'est très encourageant. C'est bien, vous pouvez continuer dans ça, mais cherchez quand même au moins à avoir un papier qui certifie que vous œuvrez dans ces domaines-là. Ah, d'accord, merci. La dernière, je pense, et puis... Merci. En fait, je voulais aussi partager par rapport au brevet de l'innovation, parce que j'ai une expérience aussi par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes au niveau du ministère de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie. Vous êtes là-bas? Industrie. Voilà. En fait, le problème, c'est de présenter en fait une solution. Je crois que c'était les soucis aussi de Madame Grace, de présenter en fait une solution que vous avez créée. Partant du brevet, vous savez, ici en RDC, pour avoir de brevets, des certifications comme ça pour des projets, moi j'ai un projet que j'avais parlé, j'avais présenté ça ici l'année passée, qui concerne la CENI, où j'ai mis en place un système sécurisé pour la CENI. En fait, j'ai eu à parler de ça avant d'avoir les certificats, parce que le système pour avoir ces brevets-là traîne. Alors que nous sommes dans un marché compétitif où nous devons parler de nos innovations. Actuellement, on parle de ChatGPT, mais c'est dans une phase de test. Mais les Américains ont publié ça. Est-ce qu'ils ont eu peur parce que non, on va voler ça en Afrique ou bien en Asie comme ça? Non. Aujourd'hui, avec les technologies comme ça, on parle de ça. On parle de ça, vous avez le noyau, vous savez comment vous avez conçu votre truc. Personne ne va voler. C'est juste vendre votre idée, parler de votre idée. Je crois que la RDC avec son système là pour avoir des certificats, ça prend beaucoup de temps. Alors, vous pouvez voir par exemple au Sénégal ou bien en Guinée, je ne sais pas où, quelqu'un crée un autre truc comme vous. Vous allez dire non, on avait commencé ça, mais on attendait les certificats. Aujourd'hui, il faut se vendre avec l'Internet. Il y a des vidéos YouTube, on sait que c'était publié à telle date, ce sont eux qui ont créé ça. Je crois que vous pouvez vous baser de ça, au lieu d'attendre beaucoup. Merci beaucoup. Seulement, je veux aborder, je ne vais pas poser de questions, je veux un peu faire des suggestions. Alors, à entendre ceux qui m'ont précédé, j'aimerais nous amener à ce que moi je considère comme le réel problème. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pas concevoir que des ingénieurs qui se retrouvent ici ressortent de cette salle sans réellement proposer des solutions. Alors ma suggestion est telle qu'il est important aujourd'hui, tout comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit, de créer une structure où il y aurait... donc on pourra peut-être recevoir de toutes parts les idées et les innovations de tout un chacun de nous. Donc il est très important. Au travers de cela, je veux rejoindre ceux qui ont encouragé de vendre. Pour une petite histoire, j'étais sur un chantier, il y a un monsieur très vieux, je crois d'une 70aine d'années, qui arrive, qui demande où est l'ingénieur. Alors on arrive, on se présente, j'étais moi et un de mes amis, nous avons échangé, juste après il nous dit que l'ingénieur c'est un produit, vous devez vous vendre. Alors, il est très important aujourd'hui à ce que les ingénieurs tels que nous sommes soyons en mesure de nous vendre, de vendre nos produits. J'ai eu l'idée que vous avez travaillé sur un modèle ou un prototype qui permettait de transformer les urines en électricité, chose qui est très bonne. Alors, en parlant tout justement de ce qui est de cette suggestion, monsieur a cité les infrastructures universitaires. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons été éduqués un peu à l'aveugle. C'est même le problème avec l'innovation. On a l'impression qu'aujourd'hui, les gens n'innovent pas, alors que l'innovation est bel et bien réelle. Monsieur a parlé d'un système qui permettrait peut-être à la CENI
de gagner peut-être en temps ou en facilité, etc. Alors, le vrai problème de l'innovation, c'est que nous avons peut-être l'œil sur les universités. Nous avons peut-être l'œil sur ceux qui sont un peu plus âgés, matures d'âge. J'aimerais, moi en tout cas, en ce qui me concerne, que ces genres d'activités s'effacent et qu'on arrive même à parler aux plus jeunes, de manière à ce qu'ils grandissent avec cela dans la tête. C'est un problème que moi-même j'ai rencontré parce que moi-même je considère que j'ai été un peu enseigné à l'aveugle. On a cité un peu les mathématiques appliquées. Je suis fan. Alors, vous allez comprendre que dans les structures telles que les universités, nous n'avons suffisamment pas des personnes qui peuvent nous parler de ce qui est réel. Ils nous arrivent à nous enseigner des choses que dans la vraie vie nous ne savons pas voir. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais simplement parce qu'il n'y a pas de modèle ou de guide pour nous dire, ok, aujourd'hui on parle du numérique, voilà comment vous pouvez l'employer. Je croyais que comme vous l'avez dit, c'est lui qui est étudiant en médecine, je croyais qu'il poserait une question, est-ce que les numériques peuvent aussi impacter ou avoir lien avec le domaine? Justement, alors, je loue l'idée que au sortir de cette conférence, au sortir de cette réunion, que nous serons peut-être en mesure de créer une structure d'échange qui permettrait ou nous aiderait à interagir et à partager, mais surtout à encourager ceux qui sont plus jeunes que nous, les enfants, à les aider, à les accompagner aussi dans ces formations. Voilà un peu ce qui était ma dernière préoccupation pour aujourd'hui. Merci. On prend une dernière avant de répondre directement pour clôturer. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gloria. Je suis détentrice d'une licence je suis détentrice d'un diplôme en droit, donc je suis juriste. En fait, je pose ma question. En fait, ma question, je pense qu'elle peut paraître pour vous, madame, une question curieuse, mais c'est juste une question en fait, qui m'éthique. En fait, j'aimerais savoir si j'ai entendu brièvement votre exposé, malgré le fait que je suis arrivée un tout petit peu en retard, mais j'aimerais savoir un peu comment avez-vous fait face au regard des autres. Parce que je me rends compte qu'en tant que femme, c'est possible qu'on fasse, qu'on soit confronté à ce genre de questions, par exemple, par rapport à votre filière d'études que vous avez suivie. En fait, j'aimerais savoir quelle a été votre principale motivation en entreprenant votre métier d'ingénieur en mécanique, si je ne me trompe pas. Quelle a été votre motivation? Est-ce que ça a été un rêve d'enfant? Est-ce que ça a été une sorte de révélation? C'est ça ma question. J'ai commencé à faire la mécanique depuis que j'étais en 3e des humanités, donc j'étais tout petite. J'avais 12 ans depuis que j'ai commencé à faire la mécanique, mais j'ai pas fait la mécanique parce que c'était genre quelque chose que j'avais déjà vu, ou j'ai regardé des vidéos, ou j'ai vu des mécaniciens. Non, c'est parce que j'ai été à l'internat. Justement, je voulais rentrer à la maison. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que papa accepte au moins que je ne sois plus à l'internat. C'est en ce moment que j'ai choisi de faire la mécanique. C'était pas quelque chose... C'était pas quelque chose genre de rêve, de passion et tout ça. J'ai seulement vu, je me suis dit, si je faisais la maths physique, je serais à l'internat. Si je faisais littéraire, je serais à l'internat. À l'internat, je ne suis pas assez forte physiquement pour faire des genres de punitions qu'il y avait. Il faudrait couper des pelouses avec la houe et tout ça. Et je devais au moins me libérer de ça. Et je dis, si je faisais l'électronique, mon grand frère fait ça, papa va refuser. Si je fais l'électricité, papa va refuser. J'ai fait ce que personne n'a jamais fait à la famille parce que nous, on est à 12. Donc, il y a tout ce qu'il y a comme faculté. On est à 12, il y a les soldats, il y a tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais faire la mécanique. Vu que je suis 11e de la famille, les autres facultés, les autres, on l'a déjà pris. Donc, il faudrait faire la mécanique. Mais ça n'a pas été facile au début parce que la mécanique en 3e, il faut limer. Ça demande encore beaucoup de l'énergie. Mais vu le fait que j'ai dit aux amis que moi j'ai fait la mécanique, les gens m'appréciaient, j'ai dit, je ne peux pas baisser les bras, je reste. Je n'aimais pas ça en tout cas en 3e, en 4e, parce qu'il faudrait limer. Tous les jours on faisait que limer. Et ça demandait beaucoup de l'énergie. Ce qui s'est passé, c'est que ma pièce là, ça ne diminuait pas. Les gars, ça diminuait, mais moi, ça restait intact parce que je n'avais pas assez de force. Mais là, je suis arrivée au 5e des humanités. C'est là où j'ai vu, en fait, l'impact de ce que j'étais en train de faire. Parce que
à l'époque, j'aimais plus les cours d'hydraulique appliquée et autres. Je me suis vue maintenant dans l'industrie être chef en train de diriger des travaux. Et arrivé à l'université, j'ai encore changé de vision. Je me suis vue une femme qui est en train d'entreprendre, qui pourrait être chef d'entreprise. Et par rapport au regard des autres, comme j'ai dit, lui c'est mon ami, on était depuis en préparatoire, nous étions dans le même groupe d'études. Ce qui veut dire que mes potes ou mes amis dans l'auditoire m'aimaient beaucoup. C'est pas quelque chose, les gars étaient contre moi. Bon, il y a toujours des gens, vu le fait qu'avec ma taille, il y avait toujours des injures. Chaque jour, j'avais des noms, mais seulement qu'il faudrait justement gérer, avoir assez des capacités aussi intellectuelles pour que ça soit pas... tu vois, elle réussit parce que c'est une fille et tout ça, mais au moins nos capacités intellectuelles qui nous qualifient en fait par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais en tout cas, c'était pas des visions, c'était pas la passion, c'était justement papa. Ok. Ouais. C'était plus une suggestion pour l'ingénieur. C'était plus une suggestion. Ouais. Par rapport à ça, il a vraiment raison. Ça nous encourage encore parce que dans ces domaines, on apprend chaque jour. Ouais. Bon, je ne sais pas vraiment comment positionner. Merci, ingénieur Christian. Merci, ingénieur Herméline, pour avoir répondu présent à notre rendez-vous de jeudi numérique. Et une petite, donc pour conclure, est-ce une question à vous deux? Ces métiers d'ingénierie numérique a-t-il de l'avenir ici au Congo? Quelle est votre vision ou les perspectives par rapport à ces métiers ici dans notre pays? Oui, par rapport au métier de l'ingénierie numérique, déjà, je signalerai que les industriels sont en train de connaître ces problèmes-là par rapport à la maintenance de ces matériels. C'est un cas particulier. Déjà, pour la Bracongo a stoppé, on voit déjà sur le marché, il n'y a plus la boisson ici, Gino, parce qu'il y a une panne. Alors pour dépanner ça, la Bracongo a besoin de faire venir des ingénieurs zimbabwéens qui maîtrisent non seulement la machine, mais qui peuvent faire cette maintenance-là en temps réel. Vous voyez déjà que ça, c'est déjà un problème. Alors ils se disent quoi? On va essayer de collaborer avec les universités qui ont des ingénieurs qui font ça. Ils sont allés à l'OU, là où les jeunes ingénieurs sont en train de travailler un peu dans ça, mais le problème c'est qu'ils sont encore jeunes. Alors, ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes-là. Déjà, les industriels ont ces problèmes, même la Bracongo, la Braliment aussi a ces problèmes-là. Et tu as bien d'autres entreprises aussi par rapport à l'ingénierie numérique. Donc, pour dire que ça a de la place, parce qu'ailleurs, ils sont en train de s'évoluer. Ils sont en train d'évoluer. Donc, ça veut dire que pour avoir un partenariat avec eux, il faut quand même que vous répondez aux critères du standing de l'Europe. Sinon, on vous trouve comme une entreprise de la rue. Merci de votre réponse. Merci au public. Merci d'avoir participé à notre activité. Le rendez-vous est pris jeudi prochain à la même heure à l'Institut français pour le jeudi numérique. Cette fois-ci, nous allons parler de le numérique dans le développement durable, défis et opportunités. Donc, c'est encore un sujet très passionnant que nous allons traiter le jeudi prochain. Merci et à jeudi prochain.